Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, tout d'abord. Cette semaine, à mon podcast, on reçoit Jean-Martin Fortier. Peut-être que vous le connaissez, on le voit de plus en plus. Vous l'avez peut-être vu, à Tout le monde en parle. Il a fait 2 hommes en or il n'y a pas si longtemps. On le voit, c'est probablement le fermier le plus populaire au Québec. Et avec raison, c'est un gars vraiment intéressant, inspirant, innovateur, révolutionnaire aussi, je pense. En tout cas, on va en jaser pendant le podcast, mais ce gars-là a vraiment des idées révolutionnaires là, qui sont adaptées à ce qui se passe en ce moment au niveau environnement. Je pense que c'est une voie hyper importante. C'est un des podcasts les plus intéressants et les plus importants que j'ai fait à date, je trouve. Là, bon, il y en a plein là, qui sont vraiment importants et intéressants, mais celui-là en particulier, j'avais hâte de le faire parce que souvent, j'en ai parlé ici, j'ai parlé de permaculture, j'ai parlé d'agriculture, de retour à la terre avec Safia en particulier. J'en parle souvent. Mais je sais jamais de quoi je parle. Je dis toujours à peu près n'importe quoi parce que j'ai lu quelques livres, là, j'ai quelques notions puis tout ça, mais concrètement, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Fait que j'avais hâte de poser des questions à ce gars-là. Son livre, j'allais dire, je l'ai lu à moitié. Je peux pas dire que je l'ai lu au complet, je l'ai feuilleté parce que en même temps, c'est quelque chose qui est, si t'as pas de terre, c'est un peu... c'est intéressant, là, mais ça, à un moment donné, dans le concret, je suis pas en train de cultiver des légumes, mais en tout cas, bref, c'est un gars c'est une voix très importante. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là autant que moi j'ai apprécié le faire. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle que j'ai un Patreon. Si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, allez sur le Patreon. Vous pouvez vous abonner audio et vidéo. Et sinon, je suis toujours en tournée avec mon spectacle Du cœur au ventre. Merci d'être là encore une fois. On s'en va écouter Jean-Martin Fortier. Merci. Jean-Martin Fortier, bienvenue à mon podcast. Ça va? C'est ma première poignée de main hein? Salut. Depuis le début du podcast. Ça va cool. bien? Ouais, ça va bien? Très content que tu sois là. J'ai bien des questions, bien intéressé à ce que tu fais dans la vie. Je trouve ça bien fascinant. C'est drôle parce que je fais pousser des légumes. C'est la base. Ouais, ben c'est ça. On en a pas mal dans le retour dans le passé en ce moment. Ouais. En tout cas, j'imagine que tu le sens là, qu'il y a un intérêt avec tes livres. Avec ton livre, tu l'as senti. Là, ouais, la série des fermiers aussi est super écoutée. Ouais. Le monde l'écoute, c'est de la slow TV, il n'y a pas d'action. Non, mais c'est super intéressant. On fait nos affaires, c'est 1 heure de temps, puis le nombre de parents qui me disent que leurs enfants capotent, que là, ils ont décidé que c'est ça qu'ils veulent faire, les enfants. Ils font des jardins. Tu sais, des dames qui m'écrivent, me disent « Hey, mes enfants font un potager cet été, man, à cause de l'émission Les Fermiers. » C'est vraiment hot, ça. C'est vraiment cool. Ouais, vraiment nice. Mais je l'entends de plus en plus dans mon entourage, là, l'espèce de retour à la terre. Puis, mais c'est bon. En même temps, souvent, c'est comme un espèce de rêve là, utopique qui arrivera jamais, mais. Pourquoi pas? Ben, c'est ça que j'ai envie de te parler avec toi. À quel point c'est possible. Avec ça. Parce que toi, c'est ça que t'as fait. Là. Toi, avant, c'était quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai grandi à Saint-Bruno. OK, fait que par rapport avec l'agriculture. C'est assez banlieue. Ouais, c'est assez banlieue. Puis, je me souviens, mon père, il disait, on s'en va chez le cultivateur chercher du maïs. OK. T'sais, c'est comme ça, c'est mes souvenirs agricoles, le cultivateur, tu sais. Puis l'armoire à pesticides pour son jardin. Puis ça, c'est mes seuls souvenirs agricoles de quand j'étais petit. J'ai pas été sur une ferme, mes étés, j'ai pas passé à travers des vaches. Je faisais du skateboard. Puis après ça, j'étais à McGill, j'étais en environnement et en écologie. Okay. Un beau programme là-bas. Quand même, parce que t'avais un intérêt là-dedans. Ouais, moi j'aimais le plein air, moi je plantais des arbres. Okay. Je ramassais des champignons au Yukon. Ah ouais? Je plantais des arbres au BC, je partais, puis là, genre, en tout cas... C'est quoi les champignons que tu ramassais? Les morilles. OK. Dans les feux de forêt. OK. Fait que quand au Yukon, il y a un feu, l'année d'après, les morilles poussent. Ouais, ben c'est ça, j'ai lu un livre sur les matsutake là, qui parlait de à quel point c'était un champignon qui poussait dans les mêmes conditions, à peu près dans le même coin, je pense aussi. Là, je sais pas ça, j'en ai jamais pogné. Ouais, c'est très rare, ça a Mais l'air. moi, ce qui m'intéressait quand je faisais ça, c'était pas tant la mycologie, puis c'était comme... C'était survival, puis je suis dans le bois, puis je fais du cash. Parce que là, tu ramasses des talles, puis là, tu fais des journées à 2, 3, 4, 5 000 $. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, quand tu pognes une vraie talle. Fuck! Fait que là, tu sais, on se faisait dropper en hélicoptère, on était là 30 jours, on se montait un camp. Wow, fait que c'est la ruée vers l'art des champignons. Ah ouais, c'était cool. C'est hot. Ouais, fait que tu sais, j'ai trippé sur l'écologie puis l'environnement un peu comme ça. Puis après ça, quand j'ai gradué, j'ai rencontré Maud Hélène, qui est ma blonde. Puis là, on était vraiment découragés. Tu sais, quand tu étudies l'écologie puis l'environnement... Ça doit être donnant, pas ouais, pire. tu sais, puis on parlait des changements climatiques il y a 20 ans, on parlait des autos électriques il y a 20 ans.
Puis il n'y avait rien qui bougeait, comme aujourd'hui. Fait que là, de dire, moi, je m'en vais-tu travailler pour Environnement Canada? Je vais-tu faire une carrière à être à Montréal pour faire des potagers sur des balcons? Tu sais, c'était comme pas assez... Pas concret. Non, puis pas assez comme on veux-tu vraiment changer les choses, là? Ouais. Puis, fait qu'on savait pas quoi faire. On a voyagé, puis à un moment donné, dans nos voyages, on est arrivé sur une ferme bio au Nouveau-Mexique. OK. C'est une place vraiment cool aux États-Unis. Puis là, on a rencontré Richard Bélanger. OK, qui était... C'était tellement un dude, là. Richard Bélanger, ça faisait 10 ans qu'il faisait de l'agriculture au Nouveau-Mexique. C'est un gars de la Gaspésie. Ah ouais? OK? Puis c'était vraiment un rebelle. Dans le fond, lui, tu sais, c'est un anarchiste, puis c'est un gars qui s'était retrouvé là, puis qui s'était mis à faire ça par amour, puis qui avait développé des skills là, pour faire ça. Puis il parlait français. Puis on a connecté avec lui, on a travaillé sur sa ferme pendant 4-5 mois. OK. Puis on a découvert un peu c'était quoi l'agriculture. Mais comment t'as fait pour travailler là? À un moment donné, vous êtes tombé dessus, vous êtes moi, comme, sais-tu quoi, on aimerait ça, rester moi, je ici savais que je voulais travailler sur une ferme bio. Puis là, j'étais allé au Farmer's Market le samedi matin à Santa Fe. Là, c'était tellement cool, là, j'avais jamais vu ça. Là, c'était comme 1000 personnes dans un super spot. Puis là, tu te commandes des breakfast burritos. Puis, tu sais, les États-Unis, des fois, il y a des choses qui sont vraiment next level, là. Ouais. Tu sais, c'est cool, là. Ouais, il y a des affaires le fun. Là. On relève beaucoup les points négatifs. Là, mais tu sais, quand tu trouves un petit village cool avec plein de monde cool, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Puis là, c'était le Farmer's Market avec les produits. Puis tu sais, j'étais jamais allé dans un marché de ma vie, là, genre. Ah ouais, OK. Là, mais je voyais ça, puis ça m'impressionnait. Puis là, j'ai demandé à l'organisatrice, j'ai dit, nous, on aimerait ça travailler sur une ferme. Puis là, elle a dû entendre mon accent. Elle a dit, bon, ben, va sur Harmony... Quelqu'un pour toi, ouais, Harmony Farm, Richard Bélanger. Puis là, on est allé rencontrer Richard, on l'a salué. Puis là, il a dit, écoute, on cherche une place. Puis là, il m'a dit, ben, viens à ma ferme lundi, on va checker ça. Fait que là, on est allé, puis ça a connecté, c'était vraiment cool. Il y a quelque chose du destin quand même là-dedans, là. Je m'imagine un peu, là, tu fais comme, OK, là. Ouais, puis tu sais, souvent, c'est drôle parce que, tu sais, cette histoire-là, je l'ai racontée peut-être 2000 fois. Ouais. Puis souvent, Richard, lui, il entend ça, mais tu sais, Richard, je le connais plus aujourd'hui, puis tu sais, lui, il a fait sa vie dans d'autres choses peut-être. Non, il a bougé, il a évolué, tu sais, mais lui, il entend ça souvent, tu sais, puis il sait pas, mais à cause de lui, notre chemin a été tracé. Fait que là, t'as travaillé là, t'as pogné une coupe de skills, j'imagine, t'as compris un peu comment ça fonctionnait. Lui aussi qui avait pogné ça, écoute, ça, c'est vraiment une bonne question. Il y a beaucoup de monde dans le milieu là, du maraîchage bio, là. Qui improvise. Ouais, c'est de l'essai-erreur. Ouais, il n'y a pas de manuel. Il n'y en avait pas avant que j'en écrive un, vraiment. Puis, tu sais, le monde se débrouillait un peu comme ils pensent. Ils jardinent ou ils font l'espèce de maraîchage avec des tracteurs, mais ils savent pas trop comment. Puis, tu sais, vraiment, fait que là-bas, c'était ça. Fait que lui, il a comme un peu appris, j'imagine, sur le tas. Puis, nous autres, après ça, de fil en aiguille, en étant chez lui, on était au Farmer's Market le samedi, on vendait ses légumes. C'était super cool, hein? Moi, je voyais un line-up. Ah ouais. Plein de monde. Pour des légumes. Tout le monde le remerciait. Ouais. Merci, Richard, merci. Hey, moi, j'étais comme, c'est donc bien cool. Quelque chose de beau, puis là, je voyais le cash qu'il faisait. Ouais, aussi. Là, j'étais comme, hey man, il fait 3-4 000 $ cash en un samedi matin. Puis Richard, il passait l'hiver au Mexique. Ah ouais, OK, lui. Fait que moi, je me disais, Chris, il y a du fun dans la semaine, il fait du cash, le monde le remercie, c'est cool. Ça a été ça ma connexion avec l'agriculture. Super positif, super cool. Il avait l'air heureux. Il avait l'air heureux. Richard, il avait ses petits problèmes, mais c'était vraiment un gars anarchiste. T'sais. Je me souviens, dans ce temps-là, il passait ses vendredis avec des pancartes sur le bord de la rue à dénoncer les politiques américaines. Yes! C'était vraiment un cas spécial. Puis, mais en tout cas, fait que c'était super positif. Puis là, nos voisins de kiosque, eux, il y avait une école alternative Montessori. Puis leur campus, c'était un jardin maraîcher. Puis là, il avait engagé un dude pour faire ça. Puis il arrivait à chaque semaine avec des radis troués, de la salade laide. C'était vraiment... Puis là, il est parti, lui, au mois d'août. Fait que là, il était mal pris. Puis là, ils ont demandé à moi et Maud Hélène si on voulait juste continuer. OK. Fait que là, on est devenu gérant de la ferme. OK. Puis on avait comme 3 mois d'expérience. Mais on savait qu'on ne pouvait pas faire pire que le gars à côté. Fait que là, c'était devenu notre projet. Puis là, vu qu'on était comme au marché, puis là, il y avait comme 20 autres maraîchers, ben, on allait les voir le week-end, prenait des photos, on essayait de comprendre comment ils travaillaient. Ouais. Puis là, c'est là que je me suis vraiment intéressé à comment développer une ferme, puis nanana. Puis là, l'autre saison d'après,
la ferme était vraiment meilleure. On avait vraiment remis ça un peu sur les rails, puis ça marchait, puis on avait trouvé les bons réglages, puis on a écrit un cahier de procédure quand on est parti, parce qu'on est revenu au Québec. Ouais. Puis c'était un peu comme la genèse de tout mon parcours. Fait qu'en écrivant ça, puis t'as placé tes connaissances ensemble, puis ça t'a donné confiance. Fait comme, OK, peut-être qu'on... Puis eux autres, ils ont continué à utiliser le cahier de procédure. Pour d'autres qui sont arrivés. Ah ouais. Puis c'est vraiment là que j'ai compris l'importance d'être structuré, d'organiser, ouais, c'est toujours ça, un cahier de procédure pour toutes les fermes, ou des fois c'est un peu... Mais non, il y a personne qui a ça, là. OK. Il y a personne qui a ça. Tu sais, comme... écoute, quand on parle de petites fermes bio, là, c'est souvent de l'improvisation. Okay. C'est beau, c'est poétique, c'est cool, puis le monde travaille fort. Ouais. Okay? C'est pas facile. Mais tu n'as pas la même structure d'entreprise qu'une business plus conventionnelle va avoir. Il y a beaucoup de maraîchers qui gagneraient à être plus tight dans leur organisation. Ça reste, c'est ça, c'est une PME, c'est une business. Là, c'est ça que tu as. Il faut que tu gères... du staff, faut que tu gères des circonstances changeantes, avec la météo. Comme là, en ce moment, c'est pas facile. Ouais. Mais tu sais, quand tu es organisé, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu as mappé ta saison. Comme moi, je mappe toujours ma saison à l'hiver. Là. Ouais. Je sais exactement à chaque semaine qu'est-ce qu'on va faire, où, puis comment. Ouais. C'est tout... Là, je suis préparé. Après ça, ça arrive pas toujours comme j'ai planifié. Parce que là, encore cette année, c'est mouillé. Mais au moins, j'ai un plan précis. Ouais. Puis c'est ça que j'enseigne maintenant un peu partout dans le monde. Là. Que ça soit en tout cas, partout dans le monde, en Suède ou en Amérique latine. J'enseigne ça. Des procédures techniques, des itinéraires qu'on appelle de comment faire chaque légume du début à la fin. Puis comment le planifier à l'hiver. Ouais, mais je trouve ça intéressant ça qu'il y a un aspect très concret puis technique à ton truc, parce que tu sais, moi j'en ai lu aussi d'autres livres de permaculture, puis il y avait souvent un aspect, comment je te dirais, c'est très spirituel, mais avec rien finalement. Je disais ça, j'étais comme OK, c'est bien beau tout ça là, c'est vraiment beau et poétique comme tu dis, mais c'est qu'est-ce que je fais, comment ça marche, tu sais. C'est très comme là, tu sais, le respect de la terre, puis comme tous les éléments se complètent, puis blablabla, puis je suis d'accord avec ça, mais tu sais, comme concrètement comment ça se traduit, c'est quand même assez difficile de se l'imaginer. T'sais. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Ouais, mais j'en ai lu pas. Mais c'est pour ça que j'avais beaucoup de questions, justement. J'en ai lu des trucs, là. Puis j'étais comme, OK, mais... C'est plate, ça, hein? On dirait que c'est frustrant. C'est tout du surface. Mais c'est parce que ça sonnait quasiment comme une secte, les affaires que je lisais. J'étais, voyons, c'est quoi, là? Oui, on a envie. Ouais. Oui, on a envie de respecter la terre. Oui, on a envie d'être les enfants de la lumière. Oui, on a envie de faire le bien. Oui, on a envie que les plantes soient heureuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans une journée? Puis tu sais, aujourd'hui, on peut pas penser que c'est pas connecté avec combien d'argent tu vas gagner. Oui, c'est ça. C'est utopique de dire c'est pas important. Non, c'est vraiment important. Fait que l'idée, c'est comment bien gagner ta vie à faire de quoi de vraiment écologique. Ça, c'est cool. Ben, parlons-en justement allons-y dans l'aspect très concret. Fait que toi, la première ferme que tu as achetée avec ta blonde, la première terre... Ouais, à la Grelinette. OK, c'est où ça? C'est à Saint-Armand, juste à côté de Phillipsburg. OK, moi je sais où. C'est à 1 heure de Montréal, dans les cantons de l'Est. Cool spot. Très cool spot. Pas de moustiques, pas de mouches noires. En tout cas, moins, je dirais. Puis il fait chaud. C'est comme une des zones les plus chaudes au Québec. Fait que pour faire du maraîchage, c'est cool. Super communauté. T'sais, à Phillipsburg, nous autres, là, c'est fun. Là. Il y a à peu près 20 fermes bio. On a les mercredis fermiers au café du village, parce que comme à soir, là, toute la gang, les fermiers, puis leurs apprentis, leurs employés, on se retrouve tous. Open barbecue. On prend des bières, on jase. Ah, c'est cool, ça. Ouais, Brasserie Donham, elle a ouvert à Donham, le village d'à côté, le 5, 6, 7 ans, peut-être plus même. Mais tu sais, quand moi je suis arrivé, il y avait une autre ferme bio. OK, that's it. That's it. Là, il y en a 20. Ah ouais, OK. Puis tu sais, ça a recréé tout un dynamisme parce que chaque ferme engage du monde. Ouais. Puis tu sais, ça fait du monde qui arrive là. Mais toi, comment tu l'as trouvé, cette terre-là? T'as-tu cherché ben gros? Tu t'es-tu informé? Tu savais-tu un peu? C'est un peu un hasard. Moi, je viens pas de là. Maud-Hélène non plus. Elle est née, était dans la Nodière. Ses parents étaient là jusqu'à récemment. Puis, tu sais, c'est sûr que je cherchais un bon spot pour faire de l'agriculture. Fait que déjà, le sud du Québec, c'est le fun. Ouais. J'aimais ça que c'était collé sur le Vermont, parce que là, je revenais de 2 ans aux États-Unis dans des places cool. Puis là, je revenais au Québec, tu sais. Puis je m'excuse, mais c'était vraiment pas aussi cool. Là. Ouais.
la campagne au Québec, là, elle commence à être cool. Là, à cause des microbrasseries, puis tout ce qui se passe. T'as 100% raison. Moi, je fais beaucoup de tournées, puis là, tu sais, il y a tu sens qu'il se passe. C'est moins des... Tu sais, là, dans un village au Québec, là, c'est souvent... Il y a le Tim Hortons, puis il y a le Subway, puis c'est ça, c'est la culture gastronomique puis avant, locale. Il y avait le vieux pub, là, tu sais, où est-ce que les gars, ils mettent du sel dans leur bière, là. Puis t'arrives là, puis t'es comme, oh my God. Puis tu sais, c'est pas pour être méprisant avec les régions, mais tu sais, justement, c'est comme, hey, vous pourriez avoir de quoi, puis il y a quelque chose qui se passe avec les jeunes, les microbrasseries, ça brasse en maudit. Je sais pas si tu connais le village de Saint-Adrien, là. Saint-Adrien, c'est dans quel coin, ça? C'est dans... Là, je veux pas le dire, tout d'un coup, je me trompe. Mais non, je connais pas. Ben, je suis sûrement passé par là. Je passe partout. Là, fait, faudrait que je situe à peu près c'est où. Mais tu sais, il y a plein de places où c'est dynamique, puis c'est cool, parce que dans le fond, c'est le fun d'être à la campagne. On est bien, c'est beau, c'est le fun, c'est humain. Tu sais, quand tu rencontres des gens, tu des saluts pour vrai. Mais ça te prend un moteur économique. Il faut que tu fasses une job, il faut que ça soit cool ce que tu fais. Tu sais. Puis, en tout cas, les légumes, c'est un endroit qui se fait à la campagne. Les viandes aussi. La bière, tu sais, un peu tout revenir aux éléments de base, tu sais, le lait, le pain. Moi, je suis bien down avec ça. Tu connais-tu l'histoire de Saint-Camille, un peu? Je connais l'histoire de Saint-Camille, ça m'avait beaucoup inspiré, ça. C'est vraiment nice. Vraiment cool. Ouais, tu sais, comme... tu sais, Saint-Adrien, c'est à côté de Saint-Camille. Ah, bon, là, tu vois. Je me sens compte de pas connaître mes régions, là. C'est baqué, c'est le même, on parle de la même, finalement, on parle de la même affaire. Mais c'est quoi les critères d'une bonne terre, tu sais, comme pour faire ce que tu voulais faire? Ça prend-tu une rivière pas loin, j'imagine? Ou, écoute, là, tu me poses une question plus technique. Ouais. Je vais te répondre à quelque chose de pas très technique. OK. Une bonne terre, moi, j'ai toujours dit la même chose, OK? Une terre, ça va être aussi bonne que celui qui la cultive, OK? Ça, c'est vrai. Ouais. Après ça, si tu veux faire du maraîchage, mais écoute, c'est sûr que ton nombre de jours où c'est sans gel, ça fait une différence, là. T'sais, si tu as 60 jours sans gel, ça va être difficile. Si tu en as 180, ça va t'aider. Ça te prend une bonne pente sud pour avoir une meilleure exposition au soleil. Okay. Une terre qui n'est pas trop, peut-être, si tu veux faire des primeurs, qui n'est pas trop argileuse pour pouvoir que ça se draine bien. Mais une fois que tu as ça, là, après ça, je te dirais l'école. L'école proche, c'est où? Es-tu cool, l'école? Ouais. Y a-tu une microbrasserie? Parce que, c'est pas juste de cultiver la terre, c'est ton écosystème, c'est ta communauté. Fait que, tu sais, puis le prix vient après. Parce que souvent, le monde, quand ils veulent déménager sur une ferme, ils sont comme, OK, je veux payer pas cher. Mais c'est être à 3 heures de Montréal, si tu veux venir vendre tes légumes à Montréal, ça fait beaucoup de temps dans ton char. Non, c'est clair. Fait que c'est comme trouver une communauté où est-ce que tu veux être, puis après, tu cherches. Tu cherches un spot. Puis tu sais, des vieux qui meurent, là, il y en a. Il y en a quelques-uns. Tu sais, puis non, mais c'est vrai. Puis tu sais, en campagne, tu t'en rends compte parce que tu sais, il y a plein de gens qui sont là depuis 50, 60 ans. Puis c'est pas vrai là, que tout le monde se garoche pour acheter des fermes. Non, c'est effectivement, j'ai magasiné un peu, puis il y avait du choix. Là, il y a du choix. Fait que, tu sais, dès que t'as un plan d'affaires, tu sais ce que tu fais, t'as trouvé ta communauté, ben là, t'es patient, puis t'attends ton petit spot. Si tu veux une rivière avec des arbres matures, puis 50 acres, puis une vue, ben là, écoute, là, t'es mieux d'avoir un fucking bon salaire en ville pour faire ça. Là, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, là, de aussi privilégier la communauté, parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve que c'est un peu le futur, là, de... Tu sais, comme le... Tu sais, moi, souvent, sur ce podcast-là, je suis un peu là, anticapitaliste, mais tu sais, ça, c'est du beau capitalisme pour moi, là, tu sais, tout le monde a ses skills dans le village, tout le monde s'entraîne, tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. C'est de l'économie sociale. C'est du capitalisme, mais plus gros de même, là, puis ça c'est souhaitable, c'est bien cool. Là. Mais... C'est clair. Non, écoute, tout part de là. Puis, tu sais, on parle, tu sais, moi, je suis vraiment dans le local. Là, tu sais, c'est comme agir localement. Puis, tu sais, penser global, ça veut dire agir local. Ouais. Clairement, là, c'est comme c'est un fait. Là. Puis, tu sais, tu le vois même à Montréal, tu sais, t'as les petits, t'as les hoods, là, tu sais, t'as comme le Myland, t'as tout ça. Mais en campagne aussi, c'est ça, tu sais, c'est... Nous autres, on a une gang à Phillipsburg. Après ça, il y a une gang à Sutton. Il y a une gang à Dunham. Puis, tu sais, on trippe. Puis, c'est cool. Puis, on se retrouve. Puis, il y a des spectacles un peu partout. Puis... Mais, tu sais, ça prend des jeunes. Puis, ça prend une économie. Ouais. Faut qu'il se passe de quoi. Là, ouais. Tu sais? Fait que c'est quoi l'économie du village? Bien, c'est souvent l'agriculture.
Puis pour que ça marche, là, tu déboules un peu, tu dis, OK, mais ça prend du monde qui veulent manger bien, puis en saison. Ouais. Puis là, il y a tout ça. Ça, il faut sensibiliser les gens là-dessus quand puis là, même. c'est pour ça que moi, je crache jamais sur soit les gens riches ou les gens de la ville qui viennent dans... Tu sais, parce que ça prend aussi ces gens-là qui viennent créer une espèce d'économie dans les régions. Ouais. Moi, je suis super down avec ça. Ouais. Mais revenons-en à ta première ferme, puis l'aspect technique de tout ça. Ça t'a coûté cher, genre, starter tout ça? Comme ça te prend des équipements quand même. On a payé 100 000 pour la terre. 10 acres. OK, quand même. Hein? OK, avec un clapier. OK. Un clapier, si jamais tu sais pas c'est quoi. Je veux dire oui, mais... c'est là qu'on fait l'élevage de lapins. Ouais. C'est un bâtiment, donc 40 pieds par 100 pieds, comme un immense garage. Mais c'est tout ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de maison, rien? Rien. Okay, c'était zoné vert. OK. Fait que là, au Québec, on a des zonages, zoné blanc, zoné vert, qui te permettent de construire une maison ou pas. Ouais. Zoné vert, c'est agricole, donc tu n'as pas le droit de construire une maison sur une terre zonée vert. Ouais, mais t'habites où? Fait que là, c'est ça. Mais tu peux demander une permission pour dire, moi, je veux me construire. Puis quand tu fais cette demande-là, le critère de base, c'est, es-tu un agriculteur? OK. Et est-ce que tu vis de ton métier d'agriculteur? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, donc, c'est comme le fou la poule, là, comment Ben écoute, c'est exactement ça qui nous est arrivé, mais moi, j'étais sur une terre louée, j'ai vécu pendant 2 ans dans un tipi à Fredericksburg avant d'acheter le clapier. Ah ouais, OK. Donc, j'avais mes revenus de ma business qu'on faisait 50 000 par année. Ah ouais? OK, quand même. Ouais, ça s'appelait les Jardins de la Girondine. On avait monté un grand tipi quand on est arrivé. On s'est installé là, on a monté des serres sur une terre qu'on louait. Puis là, j'avais mon fils Forêt qui avait même pas 1 an. Puis là, on a vécu 2 ans dans un tipi dans le village. OK? D'ailleurs, si tu vas dans le village de Fredericksburg, les gens, il y en a qui savent. Ah oui, ça, c'est ceux qui habitaient dans le tipi avant. Mais je me suis fait dire que c'était comme une bonne manière de starter louer une terre. Ouais, tu loues, puis tu t'arranges pour avoir un abri de fortune. Puis là, tu montes ton chiffre. Puis là, quand j'étais allé à la financière agricole du Québec, là, c'est eux qui gèrent ça. J'étais comme, ben oui, moi, ça fait 2 ans que j'étais en exploitation. Mon chiffre d'affaires n'est pas élevé, mais j'ai pas d'autres revenus. Fait que c'est mon revenu principal. Okay. Puis, en tout cas, là, l'histoire longue, là, c'est que ça a été compliqué, ouais, très compliqué, mais ils ont dit oui. Fait que Okay. là, j'ai pu construire notre maison dans le clapier. Puis on a commencé le projet. C'est un gros clapier quand même. Ouais, ben là, la moitié, c'est l'entrepôt pour les légumes, l'autre moitié, c'est la maison. Ouais, OK. C'est une cool maison, là, avec une façade franc-sud. Moi, j'avais bâti des Earthships au Nouveau-Mexique, là, des maisons en pneus écologiques. OK. Le monde qui t'écoute, ils googleront ça. Là, j'en ai entendu parler, mais je sais pas concrètement vraiment ce que cool c'est. Là. Comme maison. Puis tu sais, t'as comme le mur sud, c'est toute une fenestration. Fait que je me suis beaucoup inspiré de ça pour construire ma maison. Puis, bref. T'as-tu construit ça toi-même avec des amis ou... J'ai fait ça moi-même avec Maud-Hélène qui avait le petit sur le dos. Ah, il y a des Puis, ouais, mon beau-père qui venait. Puis là, c'était drôle parce que moi, j'avais pas d'expérience, mais j'étais bien motivé. Puis ça, c'était avant YouTube puis l'Internet. Ouais. Tu sais, je lisais les Reader's Digest sur la plomberie, sur l'électricité. What the... Ah, je tripais, là. J'étais comme, OK, comment est-ce qu'on fait ça? Mettre une fenêtre? Ah, tu sais, ton linteau, il va là. Puis tout ça, man, quand je te raconte ça, puis je repense... Là, aujourd'hui, j'écris des manuels techniques pour montrer aux gens comment faire. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup appris avec ça. Avec le Reader's Digest. Avec des gens qui avaient pris le temps de mapper comment on fait les choses. Ouais. Mais c'est super important. Mais en même temps, c'est ça, des fois, ça peut donner le vertige un peu. Là, mais je l'ai fait 2 fois. La première fois, je le faisais. Puis là, mon beau-père arrivait et disait, OK, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Fait que j'ai tout construit ma maison avec des vis. OK. Fait que là, je pouvais tout dévisser et recommencer. Aïe. Ouais. Mais ça, c'est une affaire c'est une question qui m'intriguait quand même. C'est de la job, là, tout ça. Là. C'est fun. Non, mais oui, c'est le fun, mais tu sais, ça demandait tout votre temps, là, j'imagine. Là, genre 7 jours sur 7, ça fait. Quand je suis rentré, je t'ai dit, je sais pas qui est qui là, dans la scène culturelle au Québec. Là, c'est à cause de ça. Pendant 7 ans, moi, j'étais sur mon projet à temps plein à construire ma maison, construire ma ferme, aménager la ferme, creuser des étangs, faire un sauna, vivre la vie vraiment rurale, là. Puis à lire des livres américains sur comment faire un sauna, comment faire, je tripais, là, bouger des roches, comment bouger des... Hey, je déplaçais des roches, mon gars, là, des estis de roches. Sans tracteur? Sans tracteur. What? Comment on fait? Je pognais des livres du monde qui ont écrit des livres sur comment déplacer des roches. Leviers, Moi, je tripais là-dessus, puis j'ai fait ça pendant 7 ans, c'était super cool.
Puis la maison est vraiment belle. Puis tu sais, si tu viens chez moi, puis je t'invite d'ailleurs, tu sais, tout ce qu'il y a là, c'est toutes nous qui l'ont fait du début à la fin. Il n'y a pas une plante qui est là, que c'est pas moi qui l'ai mis là, tu sais. Mais ça, c'est le fun. Mais il y a quelque chose de beau de construire son paradis, là, quelque Exactement. part. Là, tu construis ton rêve là, de Puis, tes mains, c'est cool. Je veux pas être plate, mais tu sais, souvent, je viens en ville, puis je me dis, aïe, est-ce que c'est castrant? Ah non, mais ça... Tu sais, ça arrive dans un environnement, il est tout déjà déterminé. Ouais. Moi, c'était une page blanche. Là. On a construit tout du début à la fin. Tu sauras, je peux rénover ma cuisine. Tu peux rénover, mais là, ça te prend un méchant permis, puis tu sais, c'est compliqué. Nous autres, tu sais, des permis, bon, tu sais, j'en ai pas demandé tant que ça. Là. Mais ça, c'est une affaire que je me posais la question, mais tu y as répondu à quelque part, là, mais tu habitais en ville, j'imagine? Quand tu étudiais, quand j'étudiais à McGill, j'habitais en haut du Gap, Saint-Denis, Saint-Denis, puis Rachel. OK. On avait un 20,5. OK, un 20. Puis on était 10. Quand même. Puis c'était toute la gang anarchiste de commune. Concordia. Ouais, c'était tellement cool, là. Ouais. Puis là, j'ai vécu là 2 ans. Hey, ça nous coûtait 200$ par mois. Puis on mangeait, on avait l'Internet, l'électricité, tout. Dans un 20,5. Ouais. Puis là, j'ai beaucoup appris mes skills de comment organiser la vie collective. Okay, Comme moi, à la ferme, c'est le staff que je forme, ils vivent dans la forêt de façon un peu collective comme ça. OK. J'ai construit des maisons, des cabanes. Ah ouais! Puis là, ils sont là, puis ils trippent. C'est donc bien cool. Ouais. Mais ouais, pas mal d'aventure. Mais c'est ça, mais t'es vraiment un gars motivé, je trouve ça cool. Mais tu sais, c'est qu'on entend aussi souvent là, des histoires de fermiers là, en burn-out, des problèmes de consommation. Puis tu sais, moi j'ai quand même passé pas mal mon adolescence sur des fermes. Là. Moi, je faisais ça. Là, genre, j'allais ma petite tente sur une ferme, je cueillais, puis tout ça. Cool. Puis, moi, je tripais bien gros. Mais je l'ai vu quand même. C'était quoi cette vie-là, là, le fermier qui se levait aussitôt que le soleil se lève, puis il est comme magané, puis il finit tard, puis lui, j'en ai vu qu'il y avait des problèmes de consommation d'alcool, puis de tout ça. Ça a l'air d'être une vie rough, là, tu sais. Mais tout a l'air... Ben, écoute... C'est une question de mentalité puis de perspective, j'imagine. Il y a des entrepreneurs à Montréal qui ont des bars puis des restos qui tournent, puis il y en a d'autres que c'est la galère. Tout est une question d'approche. Mais c'est sûr que c'est un métier pas facile. Mais en même temps, on entend plus eux que ceux que si on... Il y en a beaucoup là, sur leur ferme laitière, ils sont bien, là, c'est vraiment le fun, ils aiment leur vie. Mais je te dirais que moi, ce que je pense qui était le facteur qui fait qu'il y a de la détresse, c'est qu'il y a eu une déconnexion entre l'agriculteur puis le client. Ouais. Tu sais, le gars qui fait du lait aujourd'hui, là, il voit jamais la personne qui boit son lait. Ouais. La ball tank, elle vient, le camion vient chercher ça, le lait est pris, puis ça s'en va. Ouais, de quoi de décourageant là-dedans. Fait que tu sais, il n'y a jamais personne qui vient dire « Hey, merci » ou « Ton lait, il est vraiment hot » ou « Cette semaine, ton lait, il goûte différent. » Tu sais, on a perdu tout l'aspect craft. Ouais. Puis ça, à un moment donné, ça compte. T'sais, moi, à chaque semaine au marché, on me dit merci. Merci pour tes légumes. Hey, ta salade est vraiment bonne. Hey, j'ai reçu mes amis. On a acheté tes carottes, c'était trop cool. Okay, c'est cool. Ça nourrit, tu sais. Mais tu penses-tu que c'est à cause que les fermes sont grosses maintenant? Tu penses que la solution est un peu dans comme votre modèle un peu plus petit, puis tout ça, puis tu peux plus contrôler la patente? La vente directe. On dirait que les autres, c'est à l'infini. Là, on dirait que ça a l'air comme étourdissant à quel point que ils cultivent la même affaire tout le temps. Puis, c'est sûr. Tout ce qui est monoculture, tout ce qui est... parce qu'à un moment donné, l'agriculture est devenue plate. Ouais. Okay? Comme c'était plus hot. On s'en foutait de l'agriculture. Fait que là, les fermes se sont grossies, ils ont commencé à faire plus des monocultures, puis se sont industrialisés, là, entre guillemets, pour rentrer dans les chaînes, mettons. Okay? Fait que là, si tu veux rentrer, je sais pas, chez l'Oblast avec tes concombres, là, ta ferme, là, il faut que ça soit comme 1000 acres de concombres. J'exagère peut-être, là, mais pas tant que ça. Fait que là, faut que tu te spécialises, puis là, non. Fait que là, c'est plate récolter des concombres à journée longue. Fait que là, t'engages des Guatémaltèques ou des Mexicains parce que eux, ils sont motivés plus que nous parce qu'ils font ça pour l'argent. Fait que, tu sais, c'était comme tout de déconstruire ça et de dire non, regarde, les fermes vont être petites, puis moi, je vais aller vendre mon stock directement. Je vais pas payer l'intermédiaire, qui est l'épicier ou whatever. Je vais prendre le 30% puis ça va me revenir. J'ai quelqu'un qui me dit merci, puis j'ai son feedback. Si mes haricots sont vraiment bons, il va me le dire. S'ils sont pas bons, il va me le dire. Puis on fait des fermes plus petites. Ouais. Puis on a plus de monde dans les écoles, puis
Ouais. C'est ça, c'est de réimaginer l'agriculture et de dire non, il faut qu'elle soit diversifiée, alternative. Fait que toi, t'as pas ça, cette réalité-là, là, les immigrants là, qui viennent récolter. Tu peux, je pourrais en avoir, mais moi, je choisis de travailler avec du monde, des jeunes qui veulent apprendre. Ça a toujours été ça, moi, que j'ai fait. Ouais. Ils sont chez nous pour 2 ans, puis après, ils démarrent leur projet. Mais c'est quoi tes points de vente? Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés. T'es au marché Jean Talon? Ben là, moi, j'ai 2 fermes. J'ai la ferme des Jardins de la Grelinette, celle qu'on a parlé au début. Puis les 4 ça, c'est Maud Hélène qui la gère. Okay. Fait qu'elle, elle la gère sans moi. Ok, je savais pas ça. C'est sa ferme. Ah, cool. Fait que là, moi, le matin, je pars dans mon char, puis je m'en vais à la ferme des 4 temps qui est à Hemingford, à 45 minutes. Puis là, je gère cette ferme-là depuis 5 ans. OK. Puis là, j'ai fait un immense jardin maraîcher. Là, c'est la ferme qu'on voit dans la série Les Fermiers. Ouais. Puis là, la ferme est comme 5 fois plus grande que les jardins de la Grelinette. Puis là, je forme 10 personnes par année pour qu'eux démarrent leur ferme. Puis cette ferme-là, on vend à Jean Talon samedi, dimanche sur Montréal. OK. Puis à 20 restaurants sur Montréal. Ouais, j'imagine que les restaurants, c'est pas mal des clients privilégiés. Eux autres, qui comprennent la qualité du produit. C'est tellement cool, là, ça, je te dirais, dans les dernières années, là. Pour moi, ça a été ma plus belle affaire, ça a été de connecter avec des chefs qui triplent. Là. Non, mais tu sais, moi, je leur amène une caisse de légumes, là, ils ouvrent la caisse, là, puis comme c'est Noël. Les capotent, là. Ils capotent, là. Puis ça me fait plaisir, parce qu'après ça, eux, ils travaillent, cuisinent, puis... Ben oui, mais j'ai reçu ici Antonin Mousseau-Rivard, le Mousseau, là, il m'a parlé de légumes là, pendant un bon bout, puis il était passionné. Là. Du monde crinqué comme lui, là... Ouais. C'est vraiment beau. Moi, c'est mes potes. Non, c'est du monde extraordinaire. Puis c'est du monde passionné comme vous autres. Ouais, là, on s'entend vraiment bien. Moi, je passe des soirées avec eux. Là. C'est sûr qu'ils ont le coude plus... ils se couchent plus tard. Là. Oui. Mais tu sais, c'est fun. Puis tu sais, en tout cas, je ne vais pas tous les nommer, là, mais tu sais, je vais manger dans leur resto, je tripe, je les invite sur la ferme, ils voient ce qu'on fait. Il y a vraiment une belle relation qui s'installe. C'est cool. D'ailleurs, tu as parlé tantôt de supermarchés, puis j'en ai beaucoup parlé aussi avec Antonin Mousseau. C'est quoi le problème des supermarchés? Comment ça fonctionne? Puis c'est un peu aussi pour sensibiliser les gens qui... Les gens, ils se nourrissent là. Les gens, en général, là, leur épicerie, leurs légumes, c'est là qu'ils achètent ça. Puis, je veux dire, moi, quand des fois, je suis dans le Nord, puis il y a juste un supermarché. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi les alternatives? T'es vraiment mal pris quand t'as juste ça. Surtout quand tu le sais pas. Qu'il y a un souci. Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme tu dis, qui vont à l'épicerie puis qui disent bon, ben c'est ça. Puis, c'est ça qui est disponible. J'ai des fraises en janvier, puis whatever, je pogne mes légumes, puis tout. Mais tu sais, le monde aujourd'hui, là, ils sont très, très, très mal éduqués sur l'impact des pesticides, des engrais chimiques, des semences génétiquement modifiées dans leur assiette. Comme les gens sont totalement désinformés. Puis, tu sais, c'est tout documenté qu'il y a des sérieux impacts. Mais les gens ne le savent pas. Les gens, je t'arrête là-dessus, petite parenthèse. T'as vu ça, Monsanto? 2,2 milliards à un couple qui ont des agriculteurs qui ont comment ça que c'est pas au gouvernement du Québec? Pourquoi c'est pas nous qui les actionnent? Ouais. Mais il y a des pays qui s'interdisent Monsanto. Je ne me rappelle plus c'est lesquels. Là. Probablement des pays d'Amérique latine qu'eux autres, il n'y a pas de Monsanto ici. Vous restez dehors. Ça s'en vient. Mais tu sais, tout ça pour te raconter que, bon, fait que ça, les gens ne savent pas. Fait que là, tu rentres à l'épicerie et tu es comme, bon, c'est correct. T'sais. Puis l'autre problème, c'est que les épiciers, ils travaillent en volume. Fait que la chaîne de distribution, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Donc, tu veux avoir 1, 2, 3 fournisseurs. Il n'y a pas un épicier qui veut avoir 20 maraîchers qui vient y porter 20 caisses différentes. Ça coûte trop cher. Fait que là, eux autres se sont hyper spécialisés. Puis là, ils font affaire avec juste des méga fermes. Donc, c'est de la méga marde. Puis ce que tu retrouves à l'épicerie, honnêtement, là, à part les quelques épiciers qui font des efforts pour trouver des beaux produits locaux, c'est souvent de la méga marde industrielle, du Mexique, même des fois du Québec. Je veux dire, moi, j'habite à côté là, des grosses fermes, où est-ce que c'est, je sais pas, moi, 400 hectares de laitue. De laitue pesticide. Puis c'est des sols morts, là. Il n'y a plus de vie dans ce sol-là. Fait que ta laitue, elle n'a pas de vitamines, elle n'a pas de propriétés nutritives parce qu'elle est poussée dans un sol mort. Mais ça, quand tu n'es pas agriculteur, tu comprends pas ça, là. Tu comprends pas que les vers de terre, c'est important. Mais c'est important. Fait que, tu sais, faut tout déconstruire ça. Puis moi, j'ai souvent dit dans le passé, il faut que les gens sortent de l'épicerie pour aller rencontrer les producteurs. Puis là, ça, je l'ai tellement dit, je l'ai dit à tout le monde en parle, je l'ai dit souvent. Fait que là,
sais, la gang de Sobeys ou de l'Oblast m'appelle, me dit « Hey, wow, attends, arrête de raconter ça, toi. Nous autres, on veut pas ça. » Pour vrai? Ils te parlent? Ouais, fait que là, moi, j'étais en train de discuter avec eux, de dire « OK, mais si vous voulez pas qu'on sorte des épiceries, ben faites venir les petits producteurs dans les épiceries. » Puis ça les intéresse pas. Ça les intéresse. Ah, OK. Ouais. Fait que ça jase un peu. Ça jase. C'est comme dire, regarde, moi, je vais venir le samedi matin, là, je vais faire un kiosque à légumes dans ton parking, au IGA. OK, je vais vendre mes légumes le samedi matin dans ton stationnement. Tes clients vont venir chercher mes légumes. C'est sûr qu'ils vont acheter ces légumes-là et non ceux qui sont en dedans. Oui, mais le reste de la semaine, moi, je vais mettre mes légumes dans un étal avec ma face. OK, cool. Puis là, les clients, ils vont aller au IGA, chercher des bons légumes frais locaux. Puis là, ils vont acheter les conserves, les cossins, tout le reste. Mais tu sais, si les épiciers ne font pas ce virage-là, là, puis le monde, il continue à s'intéresser et à s'éduquer, puis ils vont manquer le bateau. Là. Ah ouais, tu penses que c'est ça qui s'en vient? C'est cool, c'est encourageant, ça, quand même. C'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Parce qu'une fois que les gens ils ont goûté à aller au marché, puis rencontrer le boulanger, rencontrer le boucher, rencontrer le maraîcher, puis avec des beaux produits frais, là, comme pourquoi tu irais dans une épicerie? C'est plate. Ouais, c'est platement. Ouais. Les néons. Surtout, ils sont super grosses, les épiceries aujourd'hui. C'est comme... Mais tu peux t'acheter des casseroles aussi, puis du linge, puis c'est écœurant, là. Tu sais, t'acheter un bon fromage, puis un bon pain, puis t'es croissant pour le lendemain. Tu sais, la différence, tu le vois tellement, là. Ben ouais, puis quand tu rencontres le maraîcher, puis tu vois qu'il a travaillé fort, il a les mains sales, puis il y a de quoi de beau là-dedans. Là. Ben non, moi, je trouve que c'est ça le futur, là, mais j'avais l'impression quand même que c'était difficile de rentrer dans les supermarchés. C'est impossible. C'est impossible. Okay. C'est impossible, à moins que l'épicier décide, lui, de faire ça. Puis souvent... l'épicier, genre le gars qui possède une des franchises, qui décide lui-même de son propre... Il y en a, tu sais, comme nous autres... Mais que ça soit pas le IGA, la grosse Présentement, structure. ils n'ont pas fait ce virage-là. Ils sont en train d'y penser. Moi, je les rencontre à ce sujet-là, mais ils l'ont pas fait, puis il faut qu'ils le fassent. La raison pourquoi il faut qu'ils le fassent, c'est qu'eux autres, ils compétitionnent avec les bas prix. Maxi, Super C, tous ces gens-là. Parle pas contre Maxi, j'ai des problèmes avec ça. C'est ben, très hot, Maxi, tu sauras. C'est très hot. Mais, mais ça, c'est une si affaire, tu veux des bas prix, tu vas chez Maxi, mais t'achètes de la scrap, de la cochonnerie. C'est une affaire qu'il faut dire aussi. Puis quand tu fais des publicités pour ces affaires-là aussi, c'est une affaire qu'il faut être conscient. T'es en train de vendre t'es en train de vendre quelque chose qui tue des petits agriculteurs qui en fait qui leur nuisent. Là. Ça, c'est clair et net. Là. Ça les aide pas. C'est pas en train de... Au Québec, il y a bien du monde que le bas prix, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Parfait. Mais c'est pas cher des légumes, là. Tu sais, c'est comme on peut-tu, s'il vous plaît. Là. C'est important, me semble. Mais c'est pas. Premièrement, c'est important. C'est comme pas mal la base de ton alimentation. Puis, je veux dire, c'est meilleur au goût. Puis, on parle pas de fortune. Là. On parle pas d'un produit de luxe. Là. Fait que, tu sais, si toi, tu veux faire de la publicité pour Maxi, ben, vas-y, tu sais. Mais dans le fond, t'encourages. Je sais pas, moi. C'est juste. Pour moi, c'est comme pas intéressant. C'est pas un beau modèle. C'est comme si tu dis, je vais être le porte-parole. Je sais pas moi, de CCC, les 20 CCC. Bon, c'est quand même OK, tu sais, des litres à 7$. C'est-tu intéressant de boire ça? Peut-être pas, tu sais. Mais tu sais, c'est souvent les seules compagnies qui sont prêtes à débourser des gros montants pour avoir des porte-paroles comme ça. Mais c'est un peu, c'est bon, le bon vieux capitalisme. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ouais, bref. J'étais un peu au courant de ton histoire. Celle-là, je l'ai entendue. Celle-là, tu l'as vu passer. Ouais, ça a passé pas mal partout. Mais ouais, revenons-en. Ben, en fait, on a parlé de la ferme des 4 temps, mais on n'a pas parlé de comment ça c'est né, ce projet-là. Comment que ça... Ça, c'est une autre histoire. Là. J'espère qu'on a le temps parce que... Ah ouais? Écoute, moi, j'étais sur ma ferme. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit un livre aussi. Après 7 ans sur ma ferme, puis à la Grelinette, on cultive moins d'1 hectare. OK? C'est 1 acre et demi. Ouais. Puis on a réussi à démontrer que c'était viable parce qu'on a eu des prix pour la relève agricole. On a eu des rendements positifs dans nos budgets, dans notre chiffre d'affaires. Puis notre ferme était viable après comme 2-3 années en production. Puis après 7 ans, j'ai commencé à décrire un peu nos pratiques. Mm-hmm. Puis éventuellement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le jardinier maraîcher. Ouais, gros hit. Gros hit, qui a été publié en 2011, 2012. Chez Éco-Société. Chez Éco-Société. Puis là, le livre a fait un peu le tour de la planète. Ah ouais, à ce point-là, OK. Ouais, il est devenu comme pas mal hot. C'est devenu un peu le manuel de référence. Puis, je suis devenu pas mal connu aux États-Unis à cause du livre. J'ai fait comme le tour des États-Unis 2 fois, faire des conférences, des formations techniques, trucs, machin. Puis, éventuellement, il y a quelqu'un au Québec qui voulait faire une ferme holistique, expérimentale. Quelqu'un
qui était intéressé par ce qu'il avait vu à Stone Barns. Stone Barns, c'est là que Dan Barber, le célèbre chef américain, qui a écrit le meilleur livre ever. Si tu veux lire un super livre là, de Third Plate de Dan Barber, là, c'est tellement un bon livre. Là, ça l'explique la relation entre le chef et le producteur, puis pourquoi le producteur, son histoire est tellement importante derrière le produit, puis le produit en tant que tel. Ouais, mais c'est lui qui était dans Chef's Table, la série Netflix. Dan Barber, là, c'est top. Là, okay? Tout est en symbiose chez il te sert des engrais verts quand tu vas là. Pour ceux qui sont... C'est vraiment un allumé. Puis, bref, pourquoi je t'ai rendu avec ça? OK, fait que lui, il est à Stone Barns avec son restaurant. Puis Stone Barns, c'est une ferme que les Rockefellers ont partie, ça doit faire 20 ans. OK. C'est une ferme écologique où est-ce qu'ils font de la formation, puis ils font la démonstration d'une agriculture différente. Puis lui, il a son restaurant là. Puis moi, la personne qui m'avait approché, c'est M. Desmarais. Puis lui, il voulait recréer ça au Québec. Fait qu'il a engagé ces gens-là pour faire la ferme, comme consultant. OK. Dont la personne qui est un peu mon maître à penser, Elliot Coleman, qui lui est un maraîcher dans le Maine, qui fait des légumes en hiver, puis qui a aujourd'hui presque 80. Puis lui, c'était le consultant sur ce projet-là. Fait que lui, il partait du Maine, puis il faisait 8 heures de char pour aller à Hemingford pour développer cette ferme-là. Puis là, il arrêtait de me voir, puis il disait, tu devrais y aller, toi, faire ça, pas moi. Moi, je fais du char, ça me fait chier. Puis j'étais pas intéressé parce que peut-être un peu comme toi, on a toutes des idées sur ces gens-là, puis le capitalisme, puis Cossin. Puis finalement, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis je suis allé rencontrer M. Desmarais. Puis là, on a eu vraiment une belle connexion parce qu'il m'a parlé de son projet. C'était un projet qui n'était pas juste, je veux une ferme pour moi, ma famille. Il voulait faire quelque chose qui rayonnerait. Puis ça m'a intéressé. Fait que là, j'ai dit oui. Puis là, j'ai pris ce projet-là, la conception. Donc, il n'y avait rien. Et finalement, il avait acheté un terrain, mais c'est tout. Puis là, on a tout fait. La première chose que j'ai faite, j'ai engagé des gens qui étaient des designers en permaculture. Disons, du monde qui avait tout lu les livres Shallow qu'on parlait, mais qu'eux autres, c'était des urbanistes, c'était des gens qui avaient une formation pour faire des dessins techniques, de la planif. Eux autres, ils avaient un skill. Puis là, ensemble, on a dessiné la ferme des 4 temps, puis après ça, on l'a construit sur 3 saisons. OK. Mais moi, revenons-en par exemple à ça. Moi, j'imagine que tu as eu un dilemme là, par rapport à. Mais les Rockefeller, c'est aussi un. Je savais pas. Mais c'est un peu. C'est ça qui est étrange dans tout ça, c'est que c'est des gens qui ont des investissements dans des compagnies qui détruisent la planète, mais on the side, ils veulent développer quelque chose qui est bénéfique là, finalement. Ben, c'est pour ça que pour moi, c'est même simple quand même là, de départager ça dans sa tête. Là. Quand tu fais pas leur procès, c'est plus simple de dire, regarde, si que ce soit M. Desmarais ou n'importe qui veut faire de quoi de cool, moi j'embarque. Oui, écoute, ça va Guy être du Laliberté, il vient puis... puis il me dit, OK, Jean-Martin, on fait un projet pour faire du maraîchage chez les Inuits, puis moi je mets 20 millions. Cool. Mais toi, c'est pas ton problème, tout ce qu'il fait, ailleurs. Ça, non, c'est ça. Moi, je suis pas... je veux dire, regarde, moi, je suis dans l'action, puis moi, je trouve que ça avance déjà pas assez vite. Là. Ah ouais? Si j'attends après les gouvernements pour que ça bouge, là, je oublie ça. Là. Je vais être en chaise ça, c'est une roulante, affaire que je voulais te parler aussi, gouvernement. À quel point les agriculteurs sont pas appuyés. J'entends beaucoup d'histoires de... C'est compliqué, là. On passe du coq à l'âne, mais au Québec, on est bien appuyé. OK. Il y a beaucoup d'argent qui va à l'agriculture, mais l'agriculture bio-écologique, elle reçoit des gouttes d'eau pas assez. Parce qu'elle n'est pas reconnue ou... Parce qu'elle n'est pas assez influente, parce que il y a tous les lobbies agricoles, c'est fort l'agriculture, là, dans les villages, les meuneries, puis toute la question des porcheries, puis toute l'agriculture conventionnelle, ceux qui vendent des pesticides, des herbicides, c'est de la big business. Fait qu'eux, ils ont eu pendant longtemps beaucoup d'influence sur les politiques, sur les politiciens, etc. Puis là, aujourd'hui, c'est en train de shifter. Tu sens que ça shift un peu? Shift. Okay. Oui, parce que tous les jeunes aujourd'hui qui font l'agriculture, ils ont-tu envie d'aller polluer puis de se faire dire qu'ils sont des terroristes en campagne? Non, ils ont envie de faire du bio, ils ont envie de faire des trucs plus écolos. Tu sais, aussi, il y a tous les gens en ville qui disent « Hey, wow, là, moi, du maïs OGM, j'en veux pas, puis fuck that. » Fait que ça crée un pull pour des jeunes qui veulent démarrer des projets. Puis là, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est vraiment excitant en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a un changement
assez drastique qui s'est fait. Moi, ma tante partit les accréditations bio Écossaire. OK, ouais. C'est ça. Moi, je suis certifié par Écossaire. OK, mais elle est vice-présidente de ça. Ça, c'est dans les années 80? Des années 90, le début des années 90. Puis je me rappelle, tu sais, chez nous, mon autre tante est mariée avec un joueur de hockey qui a joué pour les Nordiques, tu sais, comme millionnaire. Puis tout ça. Puis tu sais, eux autres, il y avait du succès. Puis ma tante était là avec sa petite ferme bio, tout croche, à l'huile de bras. Elle faisait toutes ses affaires elle-même. Puis on a toujours fait comme, tabarnouche, pauvre France, ça va pas bien ses affaires. Et là, maintenant... C'est comme, elle a fait une fortune avec ça, puis tout ça, ça a grossi tellement plus rapidement qu'elle pensait, puis à un moment donné, c'est ça, il y a des employés qui ont embarqué là-dedans, puis ça, puis on l'a vu avec elle à quel point l'agriculture bio, tu sais, moi à l'époque, là, quand elle disait ça, je savais pas c'était quoi. Mais non, on entendait parler, comme, ok, je vais trouver c'est quoi la différence. Tu fais pousser tes légumes dans la marde, c'est dégueu. Puis là, maintenant, c'est huge, là. Ben oui. Puis tout le monde parle de ça. C'est un éveil de conscience, c'est juste ça, c'est que dans le fond, il y a eu pendant combien d'années des gens qui ont juste sensibilisé. Tu sais, quand moi, je vais au marché, je sensibilise, je fais ça. Puis il y a du monde avant moi qui l'ont fait. Puis, tu sais, les pionniers au Québec sont arrivés dans les années 80 avec le bio. Ils se faisaient rire d'eux. Tu sais, en Beauce, il y avait plein de super maraîchers des Céris qui faisaient des super beaux produits bio. Il n'y avait pas de marché. Ouais. Tout le monde s'en crissait. Mais là, ça a changé. C'est comme moi, aujourd'hui, je fais pousser des légumes bio. Là, Antonin, il capote, il en veut. Il y a comme un buzz. Là. Mais je pense qu'à l'époque, on comprenait même pas la différence. Il faut développer ton goût aussi. Comme pourquoi ça change quoi que ta conscience. Bio ou pas bio. Ta conscience. Ouais. De savoir que si le lac Champlain, il y a des algues puis il est pollué puis on peut plus y aller, ben c'est pas à cause qu'il y a trop de fermes écologiques autour. Tu comprends? Non, mais c'est à un moment donné, il faut que les gens ils fassent les liens entre les choses puis qu'ils arrêtent de penser que parce que c'est de même, c'est de même. Ouais. Tu sais? C'est de même, mais ça peut être différent aussi. Ouais, mais c'est dommage de penser aussi que, tu sais, vous autres, les fermes bio, puis ça, vous êtes là dans le souci écologique, là, quand même. Ouais. Finalement, vous êtes les premiers à subir les conséquences. Là. J'imagine que ça doit être off là, cette année, vous le voyez. Là. Puis tu me parles d'Écossaire, tu sais. Moi, il faut que je paye pour dire que mes légumes sont bons. Ouais. C'est fou, là. Ouais. T'sais, c'est moi qui débourse perso, de dire ça me coûte 1000, 2000 pièces par année pour dire mes légumes là sont clean. Ouais. Ça devrait être le contraire là. Ouais. C'est comme dude, c'est toi qui devrais payer parce que toi tu pollues les cours d'eau, puis tu utilises des engrais synthétiques, puis tu sais, écoute, à côté de chez nous là, ils font du maïs puis ils shootent les herbicides en hélicoptère. What? C'est dangereux, j'imagine qu'à côté. C'est malade, là. C'est comme. Moi, je regarde ça, puis je suis même plus fâché, là. Je suis comme. Whatever. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. On peut-tu juste faire autrement? Puis sans avoir une espèce de tata qui va dire vous êtes des extrémistes gauchistes. Ça n'a même pas rapport. Ouais. C'est comme. Non, l'agriculture se faisait autrement avant, là. Ouais, ben c'est ça, c'est souvent des vieilles techniques, hein. Ben oui, ça fait juste 50 ans, 60 ans qu'on utilise l'agrochimie là, pour faire l'agriculture. Là. C'est pas comme si... Mais ça, moi, j'ai des questions par rapport à ça. Quand on n'utilise pas de pesticides, puis ça, c'est comment ça fait, mettons, les petits rongeurs, puis ça, comment tu fais pour repousser ça, les insectes? Ben, quoi? Ça dépend de ton échelle. Si tu fais quelque chose sur 100 acres, c'est pas la même chose que sur 1 acre. C'est impossible. Comme moi, des rongeurs, ben, je mets des trappes. J'ai des trappes. Okay. Carrément. Ben, c'est bien simple, regarde. Tu vas te prendre un petit plat Tupperware, là, puis tu vas l'enterrer. Okay. Puis tu vas mettre du beurre de pinot tout autour à l'intérieur, puis tu vas mettre de l'eau dans le fond. Ah ouais, ok. Puis là, le rongeur, il va venir, puis là, il va licher le beurre de pinot, il va tomber dans l'eau, puis il va finir de même. Tu sais, ça marche. Ouais, je te crois. Ou je pourrais comme garrocher du poison à grandeur. Non, je sais bien, là, mais... Fait que tu sais, à un moment donné, c'est que t'es-tu écolo ou tu l'es pas? Ouais. C'est un peu ça, le mindset, de dire, les gens qui font tes légumes, ils s'en crissent-tu ou pas? Puis s'ils s'en crissent pas, eux, ils vont faire attention. Puis c'est avec ces gens-là que tu veux travailler, tu veux manger. T'sais. Moi, si je te fais... C'est moi qui fais ta bouffe, que tu mets dans ton corps pour te nourrir. Tu veux peut-être que je m'en sac pas d'utiliser des pesticides ou pas. Ouais. Tu veux que pour... Fait que c'est tout ça, renouer la confiance, le contact, c'est important. Mais les insectes, comment ça fonctionne pour... Des filets. Des filets? Ouais, des moustiquaires. Vous mettez ça autour de... Ouais. Fait que, mettons, nous autres, on travaille sur des longues planches là, qu'on appelle. C'est comme des longs jardins. Fait que là, mettons, j'ai des brocolis qui sont plantés là, mais je vais les abrier avec un moustiquaire. Puis là, l'insecte, il pourra pas y aller. Ah ouais, tout simplement. OK, c'est assez simple. C'est physique, c'est mécanique. OK.
Ça marche. Et vous, à la ferme des 4 temps, je me trompe, il y a une phase d'exploration aussi, d'expérimentation. Je sais que vous récoltez tard, puis vous... On a récolté en champ le 15 décembre nos dernières salades l'année passée. Mais comment ça fonctionne, ça? C'est trop hot. On ne sait pas, là, mais les légumes sont comme nous, ils s'acclimatent au froid. Quand ils sont protégés par des couches, comme nous, quand on s'habille, ils sont capables de prendre des températures froides quand leur système racinaire est encore dans un sol pas gelé. OK. Fait que la laitue, elle va pogner un -10 et gelée bord en bord. Là. Puis le lendemain, le soleil se réveille, elle se réchauffe, puis elle se réveille, puis elle n'est pas morte, puis elle continue. Puis elle est plus forte, j'imagine? Puis elle est bonne. Ouais. Tu sais, j'amène ces légumes-là, mettons, en tonnin. Là, il goûte, puis il est comme « Oh my God! » Tu sais, le sucre, parce que quand le légume est stressé, il fait des sucres pour se protéger. Fait que là, les légumes deviennent hyper sucrés. Ah ouais. Et donc, au Québec, on fait, à partir du mois de novembre, les meilleurs légumes au monde. Comme, c'est vraiment... straight up, là. Il n'y a pas personne qui peut faire des meilleurs légumes que nous à partir du mois de novembre, à cause de ça. Puis quand je vais, tu sais, j'étais allé à Copenhague, je leur ai expliqué ça, les chefs le savaient, mais les maraîchers sont comme pas allumés. C'est fou. C'est fou. Mais pourquoi on sait pas ça, là? J'imagine que... Ben parce que ça prend du monde qui goûte. Ouais. Tu sais, tantôt, tu as parlé de goûter. Là, t'es dans le goût. Tu vois la différence, ouais. C'est pour ça que c'est fun avec les chefs, parce qu'eux, ils goûtent. Puis ils sont comme, wow, tu sais, ils voient la différence. Une carotte que j'ai récoltée d'un sol gelé, il y goûte, puis il est comme, wow, c'est vraiment une autre expérience. Même chose avec les salades, même chose avec les verdurettes, même chose avec... Mais êtes-vous seul à récolter aussi tard ou il y en a une couple qui le font? Au Québec, il doit en avoir plus aujourd'hui. Tu sais, dans le Maine, dans le Vermont, dans le New Hampshire, Upstate New York, moi j'ai tout un réseau là, de gens qui font ça. Puis c'est cool, on s'échange nos trucs, on s'échange nos découvertes. Les cultivars aussi, quelle laitue qui va résister plus que d'autres. Mais j'imagine qu'à l'époque, ça devait être plus ça, là, comme c'était une question de survie aussi, là, quand tu avais ta ferme. Écoute, tu voulais récolter le plus tard possible, là, puis planter le plus tôt. Là. Moi, j'ai des archives qu'on peut trouver sur YouTube à l'apocatière, des légumes qui font dans des châssis qu'ils appellent. Là. Donc là, c'est l'hiver, c'est le mois de février. Okay? À l'apocatière, il y a 2 mètres de neige. Ils creusent jusqu'à temps qu'ils s'en vont jusqu'à la terre. Là, ils mettent du fumier. De cheval, pour chaud. Réchauffer ça. Puis là, ils construisent des serres autour. Puis là, ils remettent la terre par-dessus le fumier. Puis là, ils plantent des laitues puis des tomates. Ah ouais. À l'apocatière, au mois de mars ou au mois de février. Puis là, tu le vois, là, c'est filmé. C'est des vieilles techniques. Là, Puis là, après ça, ils commencent leur saison de même. Puis ils arrivent à Québec puis à Montréal avec des légumes au mois de mai. C'est fou. Puis aujourd'hui, là, les maraîchers, il n'y en a pas un qui est rentré dans son champ ou presque. Là. Ah ouais. Moi, je récolte. Moi, je récolte. J'étais à Jean Talon samedi avec Full On. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste des fois de penser que le passé, on n'était pas si fou. Ouais. Tu sais, puis d'aller revisiter ce qui se faisait. Puis ça se fait, puis c'est cool, puis c'est frais, puis c'est bon, puis c'est le fun. Fait que, tu sais, on pense souvent qu'au Québec, on n'a pas vraiment... L'agriculture, on est désavantagé, mais le froid, tu sais, il tue beaucoup d'insectes, ça l'aseptise les choses, ça permet aux maraîchers, aux producteurs de se reposer. C'est cool, ça. Moi, l'hiver, je fais du ski. Là. Ouais, c'est ça. Ça me change les idées. Là. Ah, c'est nice. Fait que c'est ça. Moi, t'as un peu remarqué, je suis un peu positif, mais... non, mais c'est super, c'est ça qu'il faut, faut pas être négatif. Puis je raconte pas des conneries non plus. Je suis pas là en train de vendre un rêve. Moi, je travaille pas avec des licornes. Là, je fais du sérieux, je fais du concret, mais quand tu le regardes, toutes les opportunités qui existent en ce moment, il y en a beaucoup, puis ça bouge, puis c'est fun. On est dans une bonne période. Là. Ça va pas assez vite, mais au moins, ça bouge. T'sais. Tu me parlais que tu étais au marché Jean Talon, mais ça, tu m'en as parlé avant le podcast, mais c'est pas. Tu me disais que c'est pas nécessairement toutes des gens qui. C'était pas toutes nécessairement les agriculteurs Non, ça, c'est super plate. Jean Talon, ça, ils n'ont pas de politique sur l'approvisionnement. Ça veut dire que quand tu as un kiosque au marché Jean Talon, il n'y a pas aucun règlement qui dit que tu peux juste vendre tes légumes à toi. Okay. Tu as le droit d'aller acheter des légumes puis de les revendre. OK? Fait que moi, je peux faire ça. Toi, tu peux faire décider. Moi, j'ai ma petite business si tu as un kiosque, souvent, mais... ça va être... Tu as eu un droit dans le passé d'avoir un kiosque parce que les kiosques se vendent de gens en gens. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment bizarre. Là. C'est à la limite un peu mafieux.
Mais comment ça se passe, c'est que tu vas avoir, mettons, un producteur de pommes de terre, il fait des patates, lui. Mais son étal, il y a 42 légumes. Lui est allé au marché central à 4 heures du matin. Il est allé chercher des beaux légumes. C'est des légumes semi-frais là, qui viennent du New Jersey ou qui viennent de wherever. C'est même pas mais non, souvent, c'est pas du Québec. Fuck. Puis là, il met ça sur son étal, puis il vend ses légumes. Fait que c'est des légumes frais, entre guillemets, mais qui viennent pas de chez lui. Ça, les gens ne savent pas. Fait que eux autres, ils pensent que parce que c'est écrit « ferme Bouchard » ou « ferme Joël whatever ». Mais là, t'arrives, puis tu penses que c'est ces légumes, mais c'est pas ces légumes. Je fais partie de ces niaiseux-là, j'étais sûr de ça, moi, avec. Puis c'est plate, ça, parce que à cause que ça existe, ça l'empêche plein de jeunes qui veulent aller vendre leurs légumes, qui ont besoin. Le monde, ils ont besoin de vendre leurs légumes, ils n'ont pas de place. Comment t'as fait pour le kiosque? Ben, la ferme des 4 temps, on a été chanceux. Premièrement, d'avoir. Au début, on était dans le fond de l'allée, dans le no man's land avec les poubelles. Non, c'est vrai. Puis là, on avait un petit kiosque. Puis là, les gens venaient parce que, tu sais, le monde passe devant notre kiosque, là, ils arrêtent. Puis ils sont comme, oh, c'est différent ici. Je dis, ben oui, je les ai récoltés hier. Puis c'est moi qui les ai récoltés. Puis, tu sais, c'est du bon stock. Puis là, notre kiosque est devenu super populaire. Il y a eu la série Les Fermiers aussi. Ça l'a aidé. Ça a dû aider, Puis là, à un moment donné, on a changé de place. Puis si tu viens un samedi matin, là, il y a peut-être 80 personnes qui attendent. Ah ouais. Puis ça, cet engouement-là, tu sais, il est là. Puis il serait là pour une autre ferme bio, puis une autre ferme d'un producteur local. Puis c'est ça qu'il faut qu'il arrive à Jean Talon. Ouais, OK. C'est intéressant. Ça aussi, ça bouge en ce moment. Mais tu sais, les anciens qui sont là depuis longtemps, j'espère qu'ils n'écoutent pas ton podcast parce que eux, tu sais, ça les fait chier, ça, là, que je dis ça. Non, mais en même temps, c'est bien là, de savoir, il faut informer les gens, là, tu sais, puis tu sais, souvent, moi, c'est quand je vais là, je check, j'essaie de voir qu'est-ce qui vient du Québec, c'est pas toujours indiqué, des fois, c'est indiqué là, avec un petit crayon feutre, puis ça, puis je suis comme, moi, mais savais-tu que, mettons, tu vas trouver des courges, des courgettes? Ben, les courgettes qui sont sur les 8 kiosques, c'est du même producteur. Toutes les mêmes. Mais oui. C'est fucké quand même. Mais c'est plate. Mais c'est vrai que maintenant tu le dis, il y a de kiosque en kiosque, ils mettent des. Tu peux goûter là, puis tu fais comme ça goûte la même affaire que l'autre à côté. Mais... Ça a moins de personnalité parce qu'on n'est pas dans une agriculture. Le petit maraîcher qui arrive avec, je sais pas moi, sa récolte, il est fier aussi. Là, c'est comme, OK, j'ai travaillé fort cette semaine pour ça, je suis pas juste allé l'acheter. Il y a tout ça, tu sais. Ouais. Puis on est en train, de bouger à ce niveau-là. Tu sais, aux États-Unis, si ça se savait qu'à Jean Talon, il n'y a pas de politique de revente, là, ça serait un scandale. New York Times. OK, fait qu'eux autres, il n'y a pas de ça. Mais non. Ah ouais, OK, je savais pas. Mais non, c'est une hérésie, là. Ah ouais. Mais non, quand tu vas dans un farmer's market, il y a un règlement qui dit c'est pas tes légumes, t'as pas le droit de les amener, là. Sinon, c'est quoi la joke? Mais ça fait du sens. Entre ça et un grossiste, là, il n'y a pas vraiment... Mais souvent, c'est des affaires qu'on assume. On se dit comme, moi, je vais au marché Jean Talon. C'est sûr qu'ils ont des règles de même. Je peux pas croire que ça ferait pas de sens qu'il n'y ait pas ça, mais finalement... Ça fait en sorte que ceux qui sont à Jean Talon, puis il y en a, qui ont des kiosques où est-ce que c'est leurs légumes, ça les frustre. Si tu le sais pas, ben ils sont vraiment désavantagés. Ouais. Puis il y a aussi l'idée qu'à Jean Talon, en théorie, tu achètes un kiosque, puis il faut que tu sois là la semaine longue. Ouais. Moi, si je suis agriculteur, là, j'ai pas le temps d'être là la semaine longue. Puis si je paye une fille pour aller vendre, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Le farmer's market, toi, t'es juste là la fin de semaine. Moi, je suis là samedi, dimanche, puis éventuellement, on va être là le vendredi. Puis toi, t'es là, genre, physiquement. Je suis là, puis mon équipe est là, puis c'est nous, on l'a récolté le stock. Puis ça paraît. C'est vraiment puis, cool. Si tu as des questions, on va te répondre. Puis si tu trouves que la laitue, elle goûte la merde, ben, je vais l'entendre. Puis je vais peut-être te dire, ah, OK, je vais peut-être apprendre quelque chose aussi sur mon métier. T'sais. Hey, niveau légumes, j'ai l'impression, puis je sais pas s'il y a cette phase d'exploration-là à votre ferme des 4 temps, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce que j'ai entendu, en fait, il y a beaucoup de variétés de légumes qui se sont perdus. Il y a beaucoup de légumes, là, carrément, là, à travers... Tu sais, comme quand tu vas au supermarché, là, on en parlait tantôt, c'est quoi? Il y a 15 pareil. Légumes. Ben oui. La vie, c'est 15 légumes d'attitude. Mais plus que ça, là, tu sais... Nous autres, on a 12 tomates en ce moment. 12 sortes de tomates, 12 sortes c'est pas beaucoup, là. Ouais, non, je sais 50. que... On a 12 tomates. Là, on récolte des chervis. Tu sais, c'est quoi des chervis? Non. Tu googleras ça. C'est vraiment hot. C'est dans la famille des carottes. C'est comme une plante vivace qui a un gros système racinaire. Puis ses racines, c'est comme... Ça goûte un peu les carottes. OK. Puis là, on sort ça de la terre. Là, c'est une grosse motte. C'est super beau. Puis on amène ça à Charles-Antoine, au Montréal Plaza, à Marco, du Joe Beef. Puis là, eux autres, ils tricotent des plats avec ça. Vraiment cool. Puis quand tu lis sur le chervi, tu
tu te rends compte qu'avant, je sais pas, dans les années 1910, 1920, 1930, c'était comme un légume super connu, super populaire. Les gens mangeaient ça. Puis la manée, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Est-ce que vous donnez ce mandat-là, justement, de remettre à la mode certains légumes qu'on a perdus? Ça dépend. Moi, perso, c'est pas mon expertise. Okay. Moi, je suis comme vraiment les itinéraires, être tight, rallonger les saisons. Mais souvent, c'est les chefs qui m'arrivent avec des histoires de dire « Man, check ça, peux-tu faire ça? » Puis là, comme ça, j'évolue. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ça part d'eux, tu sais, parce que dans le fond, moi, je veux le vendre, le stock. Ouais. Et si j'arrive avec un légume que personne connaît au marché, personne ne va l'acheter. Ouais, c'est sûr que si c'est un chef qui te demande ça, eux autres sont bien au courant souvent. Là, quand je vais en France aussi, je vois plein d'affaires, puis je suis comme, wow, parce que tu sais, en France, leur niveau de sensibilisation, d'éducation sur quoi manger est un peu plus élevé. Là. Fait que dans les étals de maraîchage, je vois des affaires que je vois moins ici. OK. Ah, j'ai une question à te poser. J'ai vu un reportage à un moment donné, je sais pas si tu es au courant de ça, là, mais c'était une technique d'agriculture qui finalement, ils plantaient en forêt, carrément. Là. OK. T'as pas entendu parler de ça? Non. Je me rappelle pas comment ça s'appelait. Ils plantaient en forêt, là, carrément, puis ils cueillaient après ça, là, quand c'était pas des champignons, là, c'était des légumes. Non, des légumes. Puis le dude, il expliquait que, tu sais, à l'époque, il y a longtemps, c'était ça. Là, je veux dire, ces légumes-là, ils poussaient dans la forêt. Puis il disait, comme ça, on n'a pas à arroser. Il y a pas de. Mais tu sais, il disait qu'il y avait beaucoup de. Finalement, il cueillait à peu près 80% de ce qu'il avait planté. Là, il y avait beaucoup de pertes, là, puis c'était comme plus ou moins... En tout cas, je pense qu'il fait gagner sa vie avec ça, mais c'est quand même très intéressant. Je suis vraiment, vraiment malheureux de ne pas m'en rappeler. Il y a un dude puis sa fille qui font ça, qui sont super connus, puis ils ont une émission de télé, puis tous les chefs capotent sur eux. Ils font... C'est plus de la cueillette, mais ils doivent faire des... Ouais, mais je pense... Mais c'est sûr que si tu me parles de faire un potager, moi, je peux te dire que ça prend de la lumière. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a des feuilles puis tout ça. Mais il plantait dans des clairières, puis tu sais, il y avait tous ces spots pour certains ces légumes. Puis ça va l'air d'être de la job en même temps. Il faut que tu aies une forêt aussi. Mais tu sais, ça reconnecte avec notre terroir, puis notre idée de manger local puis en saison. Notre forêt est remplie d'affaires super intéressantes à manger. T'sais. Ouais. Puis c'est intéressant ça aussi. T'sais. Fait que tout est dans tout. Moi, je vois ça comme il y a un renouveau en ce moment sur manger local en saison. Puis ça s'inscrit là-dedans. Tu sais. Mais toi, la ferme des 4 temps, est-ce que c'est un concept de permaculture, j'imagine, aussi, où que les animaux, puis il y a une espèce de sorte de forêt? On s'est inspiré des concepts de permaculture pour faire la conception. OK. Mais la ferme, elle n'est pas runnée comme... Tu sais, en permaculture, souvent, pour les gens qui ne savent pas là, ce que c'est qu'on va designer des choses pour que ça soit autosuffisant. Ouais. Que ça s'auto-régule, que tu n'aies pas besoin d'intervenir. Nous autres, c'est le contraire. Nous autres, on met beaucoup de temps. C'est très intensif au niveau des heures qu'on met. C'est pour la récolte. C'est pour la bonne récolte. C'est comme un peu hyper productif, mais écologique. OK. Mais on a ceinturé la ferme avec plein de niches pour les oiseaux. Comme, si tu viens dans mon jardin, là, où on fait les légumes, il y a à peu près 50 cabanes d'oiseaux en haut de nos planches où on travaille. Après ça, on a fait des habitacles pour les couleuvres parce qu'eux, ils mangent les mulots qui, eux, mangent mes betteraves. OK. Fait que, tu sais, c'est comme ceinturé de plein d'habitats comme ça. On a des haies brise-vent qui attirent des insectes bénéfiques. Donc, on attire des insectes qui, eux, vont combattre les insectes nuisibles. Fait que, tu sais, on s'est tout inspiré de ces idées-là pour créer un système. OK. Mais à l'intérieur de ça, on fait de la production plus classique de maraîchage écologique. Là, vraiment, on sort du stock. Ah, c'est très intéressant. C'est ça l'idée. Ça m'amène à une question morale, éthique. Parce que ma blonde a fait un vidéoclip là, récemment là, où ils vont à la chasse, puis tout ça. Puis là, ils se sont fait attaquer par les vegans. Puis ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parce que j'ai l'impression que c'est comme... Il y a un peu une utopie là-dedans de vouloir des légumes, mais qu'il n'y ait pas d'exploitation animale, qu'il n'y ait pas d'animaux qui meurent. Je veux dire, il y a des animaux qui meurent là, quand on exploite une terre. Là. Tu disais qu'il y avait des trappes pour les rongeurs, puis tout ça. Moi, je vais te dire, OK, l'affaire... Tu sais, moi, le véganisme, là, je trouve ça très shallow. OK? Sauf que je veux pas être un mononcle non plus. OK? Moi, je pense que c'est positif dans le sens que si les gens sont en ville puis ils ont vu des documentaires où ils comprennent le système alimentaire industriel, surtout avec les animaux, là, comment
c'est inhumain, terrible, épouvantable. Comme il n'y a pas un mot pour décrire ça. Tu sais, un jour, là, on va regarder en arrière et on va dire ce qu'on faisait aux animaux, là, c'était pire que ce qu'on faisait aux esclaves. Là. Ah non, c'est absolument. Moi, je sympathise avec les gens qui, à partir de là, disent « OK, moi, je deviens vegan. Parce que bon. Ouais. Sauf que être vegan, c'est la première étape vers ton parcours de conscience. Ouais. C'est-à-dire, quand tu habites en campagne puis tu comprends l'importance des animaux dans les cycles écologiques, puis l'importance du fumier, puis l'importance de la régénération des sols avec l'animal qui broute de l'herbe, puis les calories, comment aller les chercher, tu comprends que c'est super important de manger de la viande. Mais pas de la viande industrielle qu'on trouve chez Steinberg. Ouais. La viande que tu vas chercher sur un boucher qui agit avec conscience, qui fait affaire avec des bons producteurs. Tout quelque chose de plus localisé, de plus humain aussi. Ouais. Fait que là, quand tu t'achètes une viande qui est nourrie à l'herbe, grass-fed, là, qui vient d'un producteur qui travaille en bio, ben ton impact est beaucoup plus important quand tu achètes cette viande-là que quand tu n'achètes pas de viande. Ouais. Parce que là, tu t'envoies un signal que toi, tu veux ça, puis là, ça va faire que du monde, ça crée un marché, puis là, le monde va faire ça. Ouais, puis en même temps, être vegan, puis se nourrir, être vegan, finalement, acheter des légumes du Mexique, puis ça, c'est comme ça. Ouais, des noix qui viennent de partout, c'est poche. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Puis, fuck, moi, je trippe pas, là. Pogne un œuf, man. Ouais. Pogne un œuf d'une poule qui vient d'ici, là, dans ta cour, whatever. Ouais, mais là, si on compte l'exploitation, la cruauté animale. La poule est contente quand elle a les bonnes conditions, là, puis elle est sur l'herbe, puis elle mange des insectes, là. Je dis ça que ça veut une poule. Fait que, tu sais, nous autres, notre rôle comme agriculteurs, c'est d'être... En anglais, il y a un beau mot, là, les stewards, tu sais, les gens qui s'occupent de ça, tu sais. Moi, quand j'ai des légumes, je m'en occupe bien. Si j'ai une vache, je vais m'assurer que la vache est bien. Ouais. Puis elle va faire du beau lait. Puis après ça, on va faire un beau fromage. Ouais, j'en ai jasé de ça avec un ami Maurice, s'appelle Alexandre Forêt, puis lui il est né à Sainte-Mélanie dans une ferme. En fait, il y a des voisins qui avaient des fermes laitières, puis c'était des poules, puis ça, puis il disait que l'amour de ces agriculteurs-là, puis ces producteurs-là pour leurs animaux, ils connaissent les animaux mieux que tout le monde, là, puis à tous les jours, ils s'en occupent, puis il y a personne qui fait ça là, avec les animaux en général. Il n'y a aucun vegan là, qui aime les animaux à ce point-là, mais en même temps, bon, après ça, moi, je veux pas les condamner non plus, parce que quand tu es en ville, puis t'as pas d'option, puis t'as pas d'alternative, puis c'est ça ou de la cochonnerie de chez Steinberg, ben j'aime mieux que tu sois vegan dans mon livre à moi. J'aime ça que tu ramènes Steinberg. Comme ça, je me mets pas, il y a personne qui va me fusiller. Ouais, j'avoue. Faut que je fasse attention maintenant. Mais c'est ça, mais les noix puis tout, hein, c'était comme un premier pas vers une prise de conscience. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un beau premier pas, mais s'il s'arrête là, ton premier pas, il y a quelque chose... je dis pas que c'est... Mais c'est parce que, tu sais, des fois, là, je les vois être très agressifs. Fait que, justement, des petits producteurs, là, des agriculteurs locaux, puis tu fais comme, ouais, mais là, tu sais, je pense que... Là, ça peut nuire, là. Si tu deviens un peu... évangéliste, là, toi t'es vegan puis tu penses que tout le monde devrait l'être, là. Ouais. C'est comme d'autres, est-ce que tu médites aussi? Parce que ceux qui méditent, ils pensent que tout le monde devrait méditer. Puis ceux qui achètent local, ils pensent qu'on devrait juste, ça finit plus. Mais il y a surtout que j'ai l'impression que si tout le monde était vegan, justement, je pense que ça fonctionnerait pas, là, la logistique, là, si tu y penses. Là... Moi, j'aurais bien de la misère à faire des légumes. Ouais. Parce que j'aurais pas de fumier. Ouais. Ça se peut-tu, ça? Faire des légumes sans aucune exploitation animale et aucun pesticide? Oui, sans pesticides, tu peux. On va trouver des produits naturels. Ouais. C'est ça qu'on fait. Il y en a-tu, ça? Je me posais la question. J'avais lu un peu. Puis des biopesticides, là. C'est des produits naturels qu'on utilise. C'est efficace? J'avais lu que c'était comme dans les premiers stages là, de... Non, c'est efficace, ça marche. C'est juste... C'est pas comme... Un pesticide, là, comment ça fonctionne en agriculture chimique, c'est... Mettons, j'ai un poireau, je vais l'arroser avec le pesticide. Le poireau absorbe le pesticide. OK? Puis là, si l'insecte vient dans les prochains jours, s'il mange le poireau, il va mourir. Ouais. OK? Mais là, le légume est imbibé de ça. Tandis que moi, si j'arrose avec un biopesticide, il faut que je pogne l'insecte. OK. Parce que le légume, lui, c'est soit photodégradable ou biodégradable. Ou, le pesticide, c'est pas quelque chose qui est synthétique qui va rentrer dans la plante. Fait que là, bref. Fait que ça existe. Puis après ça, les fumiers, je veux dire, il y a du monde qui veulent pas utiliser des fumiers, puis je comprends, mais
L'agriculture, là, on réinvente pas l'agriculture, là. Ouais. Ça fait 10 000 ans qu'on fait ça, là. Les animaux, ils ont un rôle à jouer dans l'écologie très, 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 très important. Mais ça serait quoi la raison de ne pas utiliser du fumier? C'est comme... T'es pas en train d'exploiter. La raison pourquoi tu ne veux pas utiliser de fumier, ça serait à cause de tes valeurs, là, de dire... c'est peut-être pas des élevages super beaux, c'est peut-être des vaches qui sont dans des étables où ils sortent jamais. Puis je veux pas mettre ça dans mes champs. OK, parce que toi, le fumier que t'as, tu vas l'acheter à quelque part ou t'as pas d'animaux pour ça? Okay. Ben, à la ferme des 4 temps, on en a. Puis tu sais, c'est des vaches heureuses. Mais c'est pour ça qu'au Québec, les étables, c'est ça que ça sert. T'sais. Les vaches, tu les rentres en dedans l'hiver, ils sont dans une étable. Mais le fumier, à un moment donné, tu vas le prendre, tu vas faire quoi avec? Ouais. L'été, les vaches, ils sont supposés d'être dans le champ à fertiliser. C'est ça que ça sert, une vache. Ça mange de l'herbe, puis ça chie, puis ça fertilise. Puis l'hiver, quand ça rentre en dedans, le fumier se ramasse, puis c'est avec ça qu'on fait des jardins. Mm-hmm. Ça, c'est écologique. C'est fou à quel point c'est bien fait, finalement. Non, mais pourquoi pas l'utiliser? Puis tu sais, je vais t'amener plus loin, là, comme tout le monde là, qui savent pas encore que le changement climatique, ça passe par les herbivores puis les animaux, là. Mm-hmm. C'est comme, ce qui séquestre le plus le carbone, c'est pas la forêt, c'est les prairies sauvages où l'herbe pousse. Okay? Ah ouais. Puis pour que l'herbe continue à pousser, il faut qu'il y ait un herbivore qui vienne brouter. Comme dans le temps des bisons, où est-ce que les autres arrivaient en masse, là, comme des milliers, même des millions d'herbivores qui arrivent, paf, sur un site, en même temps. Là, avec leurs sabots, là, ils rentrent dans la terre, clac, 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 ils mangent tout, ils chient partout, puis ils s'en vont. Puis là, ça, c'est de la belle terre. Ça crée un choc écologique, puis là, l'herbe se renoue, repousse, puis elle séquestre du carbone. OK. Puis là, l'herbivore, il va repasser, je sais pas, moi, 50, 60, 80 jours plus tard, puis il va refaire la même affaire. OK. Puis ça, là, c'est prouvé scientifiquement, là, c'est ce qui permet de séquestrer le plus le carbone. Puis en ce moment, il y a tout un courant, surtout aux États-Unis, mais aussi en Nouvelle-Zélande, de gens qui recréent ces systèmes-là avec des clôtures électriques. C'est-à-dire, ta vache, ton troupeau de vaches, tes 1000 vaches, au lieu que les laisser sur 1000 acres, tu vas les mettre sur un acre. OK. Avec une clôture électrique. Puis là, ils font un impact. Puis là, le lendemain, tu les déplaces. Puis tu les déplaces, puis tu les déplaces, puis tu les déplaces. C'est intéressant, ça. Puis là, tu régénères les sols. Ah ouais. Puis... Fait que tu sais, comme les animaux, ils font partie de la solution, là. Ouais. Fait que il faut juste que les gens s'éduquent sur ces questions-là. Ah, c'est très intéressant. Hey, je voulais revenir à ton émission. C'est la 2e saison en ce moment. Ouais. Puis je regardais ça, puis en tout cas, je trouve ça super intéressant. J'aime ça, suivre ça au bout. Sauf que je me disais quand même, moi j'en ai fait des tournages, là, je sais quoi, là. Ouais. C'est pas taxant un peu pour toi, le niveau énergie, là, ça commence tôt, les tournages, c'est beaucoup de... C'est one take. Ah ouais, toi c'est one take? Tout le temps. On niaise pas avec ça, là, non, c'est comme un des affaires à faire. OK. Ouais. Puis ça, on s'est entendu avec ceux qui font l'émission, là, ils sont tellement cool, là. C'est comme, vous venez nous filmer dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Si on a de la merde d'en face, on a de la merde d'en face. Si jamais on bégaye et c'est pas intéressant, tu prendras un autre bout. Ouais. Mais précise pourquoi c'est pas intéressant. Puis là, ça a fini que c'est live presque. Puis tu sais, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va monter pour que ça soit intéressant. OK. Puis moi, je viens souvent faire des voice-over en studio pour remplir des trous. Mais ils ont filmé ça, c'est souvent one take. OK. Fait que Jamais elle m'a dit, là, reprends. Ouais, ben c'est ça, je me demandais. Parce qu'il y a souvent ça dans les séries documentaires. Je peux pas la shot reprendre. était pas belle quand tu me dis ça. C'était intéressant, mais jamais eu ça. la même affaire, mais le soleil. Juste... Pas une fois. Ah ouais, c'est super. Pas ça. une fois. Tant mieux, parce que sinon tu capoterais. C'est drôle, tu me dis ça, man, puis j'ai pas réalisé à quel point j'ai chanceux. Ah ouais, t'es très d'avoir chanceux. travaillé avec eux parce que ça a été agréable, puis ça a un impact. Comme la série, les gens la regardent, puis les gens découvrent une agriculture intelligente avec des jeunes, puis c'est ça mon but de faire la série. Ah, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Beaucoup de femmes aussi, j'ai réalisé. Oui, beaucoup de femmes. Ouais. L'avenir de l'agriculture, c'est les femmes. Ah ouais, c'est ça que j'ai vu en voyant ta série. C'est clair, là. Beaucoup de femmes motivées là, qui veulent changer les affaires. Super indépendantes, super intelligentes. Puis, tu sais, on est sorti du stéréotype qu'une femme peut pas visser un 2x4. Là. C'est comme ça, c'est fini. Les filles roulent, sont cool, sont dynamiques. C'est comme la saison 2, on voit Justine et Annie-Claude qui démarrent leur ferme from scratch. Au début. Puis Chris, man, ils en apprennent des affaires. Là. Ouais. Tu sais, comment tout faire, là, c'est hot. Mais dans le fond, tu les aides, t'en aides une couple. Moi, j'ai forme okay. pendant 2 ans, puis après, ils volent de leurs ailes. OK. Fait que, tu sais, ce qu'ils vont apprendre avec moi, c'est vraiment comment
cultiver, comment récolter, comment, tu sais, quel semis, comment planifier, les standards de qualité, tout. Mais après ça, comment monter une serre, ça, c'est... avec ça, puis... ça, tu vas l'apprendre, puis tu sais, ta fournaise pète à minuit le soir, garde... You're on your own. Fait que là, c'est ça qu'on voit dans saison 2. Plus les struggles, puis tu sais, tes voix au début sont fucking cernés, sont comme brûlés net. Puis à la fin de l'été, ils ont réussi. Puis ils sont fiers. Puis c'est beau. C'est fou parce que ça touche les gens. C'est de la slow TV. Mais les gens écoutent ça, puis sont comme, man, c'est beau. Ouais, c'est de la slow TV, mais il se passe toujours de quoi, tu sais. Puis c'est vraiment. En tout cas, moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça. Il n'y a pas grand-chose de positif, là, en fait, là, dans le monde en général. Puis à la télé, c'est toujours... puis ça, c'est comme... C'est beau, c'est inspirant, c'est positif. C'est du monde qui sont en train de se créer... une belle vie. De se créer une belle vie pour eux autres, mais créer un monde meilleur. Là, comme c'est vraiment genre licorne, là, ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça. Pareil, concrètement, ce que vous faites. T'sais. C'est vrai. Puis moi, c'est pour ça que je veux continuer à... Tu sais, quand j'ai diffusé Le Jardinier Maraîcher, c'était ça. C'était de donner les outils pour que toi, si tu veux faire un projet, tu réussisses et tu as une belle vie. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, les images, ça parle. Fait que là, j'ai dit, OK, on va le filmer. Beau, on va le filmer. Puis ce qu'on vit, nous, à la ferme, là, c'est le fun, c'est beau. Là. On est content. Là. Mon staff, là, ils finissent leur journée, ils sont motivés, ils sont heureux, ils sont fatigués. Ouais. Puis c'est un beau sommeil. C'est ça, ils se couchent tôt. Mais ce qu'on vit, c'est beau. C'est mais ça toi, depuis que tu cultives, là, depuis que t'es un fermier, un maraîcher, t'as-tu vraiment senti là, à quel point t'étais plus heureux qu'avant? Ça a-tu changé quelque chose pour toi ou tu te sens plus accompli? J'ai commencé, j'avais 22. Ouais. Fait que là, j'ai comme pas mal rien fait d'autre. Là. Ouais, mais tu sais, avant, t'étudiais, t'étais en ville, puis t'avais un autre mode de vie, j'imagine. Je te dirais que quand Le Jardinier Maraîcher est devenu comme populaire, puis j'ai fait le tour beaucoup, d'avoir écrit le livre, puis d'après ça, d'avoir fait comme 3 ans de tournée, où est-ce que là, j'étais comme moins dans les jardins, c'est là que j'ai réalisé que, OK, c'est pour ça que j'avais fait ça au début. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas mal plus heureux dans le jardin à vraiment faire ça dans ma journée que de, je sais pas moi, de faire la promotion, puis d'être dans des aéroports ou cossins. Tu sais, même si ça peut être bien plus payant, j'ai plus de plaisir dans un jardin à connecter, à les mains dans terre, bien manger le dîner. Tu sais, t'as faim, tu manges, là, t'es comme... Tu devrais voir les assiettes qu'on fait, tu sais. C'est comme, on a faim, là. Mais en tout cas, moi, je pense que, tu sais, pour être un être humain heureux, là, c'est pas mal complet, ton affaire. Il faut bouger dans la vie. Ouais, faut être créatif. La créativité, c'est très important. Puis bien manger, faut connecter. Être, humainement, il y a une certaine collectivité, puis tout ça. Tout ça est rempli dans... Vraiment. Puis tu sais, quand tu accueilles du monde sur ta ferme, aussi, ça crée une communauté. Qu'on dîne ensemble, on fait des jokes, il se passe de quoi. On travaille ensemble, il y a cet esprit-là. C'est créatif parce qu'on... Moi, tu sais, je produis quelque chose que je vois le bout. Rapidement. Je sème un radis, je le récolte, je fais une botte, j'avance, je pogne le cash. Ouais, c'est gratifiant quand même. C'est 30 jours. Concret, là. 30 jours, bang, du début à la fin. C'est rare aujourd'hui, tu sais, qu'on peut faire ça. T'sais, comme là, toi, tu vas faire un podcast. Cool. Tu l'as préparé, tu l'as filmé, tu vas le rendre, c'est direct. Mm-hmm. Mais c'est rare, ça. Ouais. Souvent, là, c'est vraiment décalé dans le temps. Ouais. Où t'es juste un maillon d'une petite chaîne. Ouais. Puis la créativité est où là-dedans, tu sais? Ouais. Non, il y a quelque chose de... C'est beau. C'est beau comme métier. Puis, tu sais, en plus, quand tu peux devenir cool, populaire, non, mais c'est important, ça aussi. Tu sais, moi, mon gros message quand je vais aux États-Unis, c'est ça, tu sais, c'est « Make farming cool again ». Ouais. Si tu regardes mes vidéos sur YouTube, il y a tout le temps de la musique tripante. Tu sais, je travaille avec Patagonia, mettons, à dire, OK, là, il faut mettre des posters des fermiers, là, laisse faire les rock climbers. C'est comme... les prochains cuisiniers. Ben ouais, c'est les important. Chefs cuisiniers, c'est des stars maintenant. Faut qu'un jeune check ça et dise, moi, je trouve ça cool, j'ai envie de faire ça. Ouais. Parce que c'est cool. Ouais. Tu sais, ma tante France, Ouais. c'était cool ce qu'elle faisait France, mais il y avait personne. Mais on le savait pas. Il y avait personne qui y a dit non plus, c'était cool. On le savait pas, on allait chez eux, là, tu sais, elle nous avait fait sa propre dinde à Noël, puis c'était ses propres légumes, puis ça, nous autres, on était comme, ouais, ça goûte pas vraiment la dinde de l'épicerie, là, c'est moyen. Elle était avant son époque. Mais qu'elle était avant son époque, puis tu sais, aujourd'hui, on la trouve extraordinaire, puis ça. Puis là, si elle te montrait comment ouvrir la dinde, tout faire, tu serais comme, c'est trippant. Ouais. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre, puis c'est beau, puis
Probablement que dans l'histoire, le monde, il trippe ville, puis après ça, il trippe campagne. Mais tu sais, surtout que peut-être, on sait pas ce qui va arriver dans les prochaines années. Tu sais, il va-tu avoir un événement qui va faire en sorte que peut-être que le retour à la campagne va être une bonne idée? Je pense ça va être obligé, en fait. Dans pas long, on n'aura pas le choix, là. On verra, mais... Tu sais, il y a quelque chose de survie aussi, là, tu sais, d'avoir son petit village autosuffisant, où que tout le monde a ses skills, puis on n'a pas besoin de l'extérieur, on n'a pas besoin de la mondialisation, on n'a pas besoin d'une grosse compagnie qui... On peut être bien. Ouais. On peut être bien, on peut triper. En fait, c'est sûr que t'es bien quand tu fais ça. Ouais. Fait que moi, je suis pas apocalyptique, c'est ça le mot? Ouais, catastrophiste. Mais à chaque fois que je viens en ville, ça me fait toujours... qu'est-ce qui arriverait si, je sais pas, il n'y a plus d'eau demain, ou tu sais, ça va vite, là. Ouais, mais tu sais, on l'a vu avec les inondations, on manque d'électricité en ville, c'est un peu l'apocalypse, là, à quelque part, là. Tous les films de zombies, là, parce que le monde devient fou, là. Mais c'est ça que je me disais quand il y a eu les inondations, puis ça prend pas grand-chose, là. Une petite affaire là, qui arrive, puis, tu sais, je veux dire, le monde peuvent pogner virer fou. Ouais, assez rapidement. Puis en plus, toi, tu viens, il y a plein de travaux ici, là, ça a dû te faire chier, là, tu fais comment. Mais bon, ça, c'est... En même temps, je vais dans un café ou dans un resto, puis je trouve ça cool. Ouais, fait que, c'est le fun. Je suis pas anti-ville, là, c'est juste... Je trouve ça fragile. Ouais. Je trouve ça fragile, tu sais, puis je me dis, c'est quand même une bonne idée d'avoir un pied à terre en quelque part. Mais en même temps, une terre aussi, c'est fragile. Tu sais, c'est les inondations, le froid. C'est encore drôle. Ouais. Tu trouves ça plus tough que... Si tu fais de l'agriculture diversifiée, c'est ça qu'on fait, nous, ben, tu sais, si telle culture marche pas, ben, peut-être qu'elle, oui. Tu sais, si t'as des poules, ben là, tu sais, tu peux tout... Tu sais, la diversité, c'est ça qui est clé en écologie, là. Faut que tu t'adaptes au changement climatique, j'imagine. Ça, oui. Ouais. Mais la ville aussi, hein. Ouais, non, c'est sûr. La ville n'a pas le choix. Là. Le prix des légumes augmente beaucoup. Là. Ouais. Ça va pas diminuer. Puis, parce que c'est de plus en plus difficile de faire des légumes dans un contexte de changement climatique. Les grosses fermes ont de la misère. Fait que là, les prix augmentent. Tu sais, une ferme qui utilise beaucoup, beaucoup d'eau, aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Parce que l'eau se raréfie. Une ferme qui est en monoculture, où est-ce que là, les variations de température favorisent les insectes au bout parce que les cultures sont stressées, ben là, c'est difficile. OK. Fait que, tu sais, on nous garoche toujours « Ah oui, ça va prendre plus de pesticides pour nourrir la planète. » C'est comme, c'est le contraire. Ça n'en prend pas. Mais c'est qui nous dit ça? Ça serait-tu des gens qui ont des intérêts? Là, j'aime ça entendre ça. Qui nous dit ça, donc? Il faut nourrir la planète. C'est quoi cette connerie-là? Il faut nourrir le village. Fuck off la planète. Les Asiatiques s'en foutent. Il n'y a personne qui pense que le Québec va nourrir la planète. Là. Quand on nous dit ça, c'est comme une fumisterie. Là. Très absurde. J'ai un ami qui a fait un documentaire, ça s'appelle « Les dépossédés sur les terres agricoles partout dans le monde ». C'était vraiment intéressant sur à quel point, c'est ça, les gens sont dépossédés de leurs terres. C'est de plus en plus difficile de vivre d'une terre un peu partout dans le monde. C'était des grosses compagnies qui contrôlaient tout ça. Ouais, c'était épouvantable. Je veux revenir à la ferme Les Quatre Temps un petit peu. Le site a l'air vraiment beau. Je pense qu'il a l'air d'avoir une espèce... C'est-tu une église qu'il y a là-dessus? Ou, en tout cas, il y a un vieux bâtiment. C'est à côté, ça? Ça, c'est bon. Ça, c'est l'étable. OK. Tabarnouche, j'étais écœurant. C'est bon, OK. Puis c'est Marc Séguin qui a fait les vitraux. Quoi? Parce que Marc, c'est un ami de M. Desmarais, personnel. Ce sont des bons amis. OK. Puis... fait que c'est ça. Monsieur Desmarais, c'est une personne vraiment intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce projet-là avec lui. À un moment donné, tu sais, il y avait, OK, on fait quelque chose d'écologique, on fait quelque chose qui est différent. Mais là, à un moment donné, il disait, écoute, c'est cool, Jean-Martin, mais ça va être chez nous, puis moi, je veux que ça soit beau. Fait que là, tout le reste prenait un peu Une fois que le concept et le design étaient faits, il était comme, OK, mais là, l'étable, elle va être est super hot dans sa conception, dans sa fonctionnalité, mais elle va être belle. Parce que, tu sais, lui, il peut se permettre... Oui, il y en a de collé un petit peu. Il a fait des petites économies. Fait qu'il s'est dit, elle va être belle. Puis elle est belle. Puis tu sais, au début... Mais ça a l'air d'un truc ancestral, je pense. Non, c'est vraiment hot. Fait que c'est neuf, ça. C'est neuf, puis les gens qui vont venir, souvent, il y en a que ça va un peu les rebuter parce qu'ils vont se dire « Oh my God ». Mais moi, j'ai visité des fermes aux États-Unis qui ont 80, 100, 150 ans, qui ont été faites avec cette idée-là. Puis quand tu les regardes avec le recul, tu fais comme « Wow ». C'est vraiment beau. Ouais, c'est magnifique. Fait que, la ferme des Quatre Temps, quand on va la regarder dans 50 ans, ça va être exceptionnel. Tu comprends? Puis dans ce sens-là, je trouve que ça a de la valeur.
Ouais, ça a l'air d'être un site quand même exceptionnel. Moi, je me demandais, tu accueilles des gens pour travailler là, comment ça fonctionne? Moi, mettons je veux, là, je suis comme volontaire. Là, mais qu'est-ce qu'il y a sur ton CV? Il n'y a absolument rien sur mon CV. Moi, ça, d'ailleurs, t'en reçois-tu ça, des espèces de petits bourgeois, là, bobos, là, qui ont leurs idées de grandeur, puis là, ils arrivent là, puis ils sont comme j'ai mal dans le dos, puis je me suis tourné un ongle. Souvent, j'essaie de les filtrer. Eux autres, je les envoie faire leur premier pas ailleurs. OK. Mais non, okay, écoute, moi, le critère, comme là, cette année, dans mon crew, j'ai 3 qui ont 0 expérience. 0. OK. Mais qui ont travaillé dans des restaurants. OK. Comme un maître d'hôtel ou comme cuisinier. OK. Vu que tu as des connexions avec les restaurants, ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu aussi... Ils travaillent fort. Ouais. Les cuisiniers, là, c'est des hardcore motherfuckers. Là. Mais comme... ça, je travaille dans beaucoup de cuisine. Ils en font des heures, ils sont sérieux, ils vivent des méga roches. Ça ressemble beaucoup à l'agriculture. Ouais. Puis moi, je les ai vus, eux autres, travailler. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est une éthique de travail qui convient. Puis, mettons que tu as de l'expérience en service, ben ça aussi, ça joue parce qu'on vend aussi les légumes. Ouais. Fait que tu sais, un bon pédigré, des gens qui sont recommandés par d'autres. Ouais. Que si quelqu'un me dit, Guillaume, il est exceptionnel, ça a été une perle dans notre vie, dans notre entreprise, puis s'il vient travailler pour toi, tu vas jamais le regretter. Mais ça vaut plus pour moi que si t'as fait ton cours de ton PDC en permaculture. Ouais. OK, mais c'est intéressant. J'ai lu une couple de livres, mais comme je te disais, j'ai pas retenu grand-chose. Tes références sont importantes si tu veux venir chez nous. OK, mais non, j'avais pas l'intention de, mais je me posais quand même la question de comment ça fonctionnait, parce que tu sais, tu formes beaucoup de gens, puis tu sais, je veux dire, c'est... Mais comment ça... Mais tu payes-tu ces gens? C'est des stages? Ils sont payés. Ils sont payés... ils ont un salaire horaire. Ils sont logés aussi sur la ferme. Mais ils sont choisis. Ouais. Donc, c'est un processus. Là, les gens... Sans dire qu'on ramasse la crème, parce que c'est pas vrai. C'est aussi aléatoire, mais les gens qu'on forme, premièrement, ils ont une super éducation. Ouais, ben c'est ça. Ils sont payés pour aider c'est parce que ça vient avec... C'est comme un peu Batman. Superman ou Batman, tu sais, t'as une super... C'est une opportunité incroyable, mais après ça, il va falloir que tu redonnes au suivant. Ça, je le regarde aussi. Okay. C'est comme... Moi, je te forme personnellement. Tu as une école world class avec tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais je me fie que toi, après, tu vas réussir, puis tu vas former d'autres, puis tu vas aussi avoir cet esprit de redonner. Parce que moi, c'est ça qui m'a attiré dans le projet. Moi, je veux juste faire en sorte que d'autres soient aussi chanceux que moi de réussir leur projet de ferme. Ouais. Fait que c'est toute cette démarche-là. Puis là, je suis content parce que c'est M. Desmarais qui a payé pour la ferme école. C'est pas moi. Ça m'aurait créé un stress immense que j'aurais pas eu envie d'avoir. Ouais, toi, dans le fond, tu gères ça, mais as-tu des parts là-dedans? Non, ou c'est juste moi, tu sais, je suis en charge, mais c'est sa ferme à lui. Puis, tu sais, je le vois souvent comme, pas un cadeau, mais tu sais, c'est comme lui, il a fait un move, il a cru en moi, il a dit, OK, je vais aller de l'avant, tu sais, parce que c'était quand même quelque chose là, de dire, on fait ce projet-là. Puis, parce que je l'ai peut-être amené un petit peu plus loin qu'il voulait aller au début, en fait. Okay. Ouais, tu me disais que ça avançait pas assez vite à ton goût. Non, mais tu sais, quand on était dans des idées révolutionnaires, puis Marc Séguin a fait un film sur l'agriculture. Ouais, je l'ai pas vu, j'ai entendu parler. Il est super chouette. Okay. Puis, tu sais, on était au début, souvent, Marc Séguin, c'est une personne aussi un peu révolutionnaire. Là. C'est quelqu'un que... Fait que, tu sais, André, on parlait, tu sais, André a embarqué dans l'idée de dire, OK, on fait un impact. Parce que moi, je suis une personne qui veut avoir de l'impact pour changer les choses. Fait que là, il a embarqué, puis là, on a amené ça un peu loin, mais il était down, tu sais. OK. Fait que là, aujourd'hui, je suis vraiment content parce que la ferme est vraiment belle. Puis les gens qui viennent, ben, c'est vraiment next level. Puis après ça, quand ils vont sur leur ferme, ben, ils ont tous les outils pour réussir. T'sais. Mais c'est quoi tes projets là, où tu veux amener ça? Là, dans quel sens que ça va pas assez vite? Et qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ben, quand je dis que ça va pas assez vite, c'est pas tant la ferme, c'est la société. Ouais, non, je comprends. OK. C'est la société, c'est encore plein de réflexes niaiseux de penser que l'agriculture chimique, c'est plein d'affaires comme ça, là, qu'il y a des aberrations. Mais moi, je suis super content d'où est-ce qu'on est. Jean Talon, c'est le fun. Les chefs avec qui on travaille, c'est le fun. Le staff, les animaux qu'on fait, c'est tellement beau. Puis, dans le fond, là, j'ai une nouvelle cuvée. Là, il y a beaucoup de rookies cette année dans mon crew. Là, j'étais avec eux, c'est le fun au bout. Puis l'année prochaine, je vais continuer. Puis... Mais comment ça fonctionne quand tu disais qu'il habitait dans le bois, finalement? Non, on a une maison où est-ce qu'il vit. OK, il y a une maison commune, OK. Ouais, puis là, ça, on le voit pas dans les fermiers, parce qu'on a dit c'est comme off-limits.
Ah ouais, OK. Ben, la vie privée, ouais, l'intimité. 10 personnes qui vivent ensemble, tu sais, là, je voulais pas que ça finisse comme occupation double, là. Ça serait que... Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? L'amour est dans le prix, ça te gosse-tu, ce genre d'affaires-là? Ben, je l'ai jamais écouté, pour dire la vérité. Moi, mais le concept, genre, les fermiers, ils sont seuls, il faut les matcher. C'est pas nécessairement positif pour l'image des fermiers. Mais en même temps, ça peut l'être, je sais pas trop. Tu sais, l'agriculture, c'est ce que c'est. Whatever, ouais. C'est pas... Comment je peux dire? Des fois, l'agriculture en région, ça n'a pas la sophistication de Montréal puis de tout ce qui est cool. Mais les gens sont down puis ils veulent trouver une blonde ou un chum. Puis ça marche, regarde. Moi, je trouve ça cool, tu sais. Ouais. C'est pas ça qui va rendre l'agriculture cool. Tu peux en rire, par exemple. Je pense que le problème, c'est ça le problème de ce genre d'émission-là, c'est que les gens, ils l'écoutent pour en rire un peu, tout en étant attendris d'une manière un peu condescendante, là, je trouve. Moi, je viens de Saint-Bruno, fait que je sais c'est quoi, là, c'est un peu... Mais tu sais, moi, quand je viens en ville puis je vois un peu le monde sophistiqué, je peux aussi en rire. Mais qu'on peut rire de ça. Fait que bon, ça marche des deux côtés. Hey, Jean-Martin, mais merci d'être venu me jaser puis m'expliquer tout ça. Ouais, puis c'est tout ça plus concret tout d'un coup, plus concret que tous les livres de permaculture que j'ai lus. Fait que j'étais vraiment intéressé. Je vais venir te voir au marché Jean Talon, puis je vais essayer, si tu m'invites à aller voir à ta ferme et non à être un employé. T'es vraiment le bienvenu, honnêtement, viens. Amène quelqu'un qui J'en ai ma famille. Amène ta famille. Ouais, on va aller voir ça. Puis Jean Talon, on est là samedi, dimanche de 8h à 5h. Très cool. Puis on est là. On invite tout le monde à aller te voir. Ouais. Merci. All right, plaisir. Ciao. Cool.